cette session de webinaire avec deux intervenants aujourd'hui. Julien Delabaca, qui est consultant mobilité, notamment sur les questions de mobilité et tourisme, et Marie-Hélène Bazaine, responsable du pôle commercial à SNCF Nomade. Alors, je vais juste partager Bonjour à tous. mon écran pour cette introduction. Donc voilà, pour les derniers arrivés, donc on est en format webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans le formulaire de discussion. Et donc je disais qu'on a deux intervenants aujourd'hui avec nous, Julien Delabaca, consultant mobilité, et Marie-Hélène Bazaine, responsable du pôle commercial SNCF Nomade. Et ce webinaire sur les mobilités est orienté, voilà, qu'on a intitulé « Pourquoi et comment un tourisme sans voiture ?» Donc, je vais vous faire une petite introduction sur le sujet du pourquoi un tourisme sans voiture avant de passer la parole à nos intervenants. Tout d'abord, je pense que vous n'êtes pas étranger à ces questions, mais les enjeux de la mobilité se trouvent au sein de toutes les réflexions autour du tourisme responsable. Et c'est ce qui est apparu notamment récemment au travers de différentes études. Je pense à l'étude de l'ADEME sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme qui est paru en octobre 2021. Qui fait état pour 2018 d'un secteur du tourisme qui a émis 118 millions de tonnes de CO2, dont 77% sont liés aux mobilités des touristes. Donc évidemment, il apparaît évident qu'on ne peut pas travailler la question du tourisme et de la réduction des gaz à effet de serre dans le tourisme sans évoquer la mobilité et les déplacements des touristes. Alors, si on n'est pas trop surpris du fait que 41% de ces émissions de CO2 soient liées au secteur aérien, au transport aérien, on note quand même qu'on a 36%, donc presque une part équivalente, de ces mobilités qui sont liées aussi à d'autres moyens de transport. Donc, voilà, on a aussi un rôle à jouer, même si la Normandie ne dispose pas d'un gros aéroportuaire international très, très connu, mais néanmoins, on a un rôle à jouer sur les déplacements aussi des touristes, à la fois sur leur acheminement à destination en Normandie et sur leur déplacement sur place. Et c'est ce que vient aussi corroborer l'étude, une deuxième étude qui a été menée par l'ADEME menée par la CET pour l'ADEME, sur les externalités des mobilités touristiques en Normandie à l'horizon 2030. Donc, c'est une étude qui est toute récente. D'ailleurs, je ne vais pas vous la spoiler puisque la restitution officielle de cette étude, elle est prévue pour cet après-midi. Mais juste deux petits éléments qui paraissent importants. Déjà, de savoir qu'en Normandie, 88% des Français sont venus en voiture pour l'année 2018, contre 8% en train. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une bonne idée de la part modale de la voiture qui est prépondérante pour les déplacements de nos touristes en Normandie. Et puis, cette étude, en fait, elle visait à étudier les conséquences négatives, ce qu'ils appellent les externalités négatives, les conséquences négatives des transports et des déplacements des touristes en Normandie. Alors, pas seulement le gaz à effet de serre, également le bruit, la pollution locale, l'insécurité, la congestion. Néanmoins, en tout cas, sur cette étude assez globale, on note que les conséquences négatives du transport des touristes sont liées à la fois à l'acheminement des touristes en Normandie et à leur transport sur place. C'est vrai que par rapport à d'autres régions françaises où l'acheminement des touristes est vraiment une grosse part dans les conséquences négatives du transport, mais une fois sur place, les touristes optent plutôt pour des mobilités douces. En Normandie, c'est moins le cas. Et c'est sans doute lié à la place prépondérante de la voiture dans les déplacements de nos touristes en Normandie, mais en tout cas, on a vraiment un équilibre entre la part de l'acheminement des touristes en Normandie sur des conséquences négatives et le transport sur place. Donc, il faut travailler sur ces deux volets. Et de la même manière, cette étude souligne que
60% des conséquences néfastes du transport des touristes en Normandie sont générées par les clientèles françaises et 32% par les clientèles européennes de proximité. Donc finalement, on aurait tendance à croire que les clientèles lointaines sont responsables d'une forte part de conséquences négatives par rapport à leur transport jusqu'à destination, mais pas vraiment. C'est par leur volume que les clientèles françaises représentent une forte part de ces externalités négatives, conséquences néfastes pour la Normandie. Donc, il faut, il est intéressant de travailler sur ces clientèles françaises, ces clientèles européennes de proximité, et ce qui nous amène à dire finalement, c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque voilà, c'est la clientèle principale de touristes en Normandie, et donc ça concerne vraiment tous les hébergeurs, tous les territoires, et donc c'est un sujet qu'il faut empoigner tous ensemble. Donc, voilà. Après cette petite introduction sur les études, je vais laisser la parole à Julien Delabaca, qui est consultant, facilitateur de mobilité, qui va pouvoir un peu élargir nos réflexions aussi sur tout ce qui peut se faire à d'autres échelles que la Normandie. Julien, je vais te laisser partager ton écran. Merci. Alors, hop, je pense qu'on est bon. C'est bon. Ça fonctionne. Bonjour, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis consultant, mais je suis un consultant un peu malade aujourd'hui, donc j'espère que je ne tousserai pas trop pendant la présentation, sinon je couperai le son au besoin. Je suis ravi d'être avec vous et merci à Normandie Tourisme pour cette invitation. Ravi d'être avec vous parce que j'essaie de faire passer depuis pas mal de temps déjà ce message de la nécessité de penser la mobilité dans le tourisme. Pour plein de raisons, on va le voir aujourd'hui. Donc, je vais essayer là pendant 40-45 minutes de vous partager quelques éléments de réflexion, quelques exemples de bonnes pratiques. Cette présentation n'est évidemment pas exhaustive, on n'a que 40 minutes devant nous, mais l'idée c'est de pouvoir lancer le débat. Je crois qu'il y aura une petite séquence de questions derrière. Alors très rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Julien, moi je suis consultant donc, sur les questions de mobilité. Je viens du domaine du transport et j'y suis toujours d'ailleurs. J'ai travaillé 10 ans en collectivité, donc pour précision, donc c'est un milieu que je connais assez bien. Je travaille de deux manières. Aujourd'hui, je vais vous prêter mes yeux, donc ce que je vous disais à l'instant, pour regarder ce qui se passe un peu ailleurs et aussi essayer de réfléchir. Et souvent aussi, je prends la plume, alors plutôt une plume numérique, pour écrire quelques éléments de réflexion. Donc, je vous ai mis l'adresse de mon site. Vous pouvez aller regarder ce que j'y ai écrit, en espérant que ça puisse vous intéresser, évidemment. Une fois cette petite introduction réalisée, je vais essayer aujourd'hui d'adresser cette question du tourisme et de la mobilité sous quatre grands angles. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif du tout, au contraire, c'est vraiment un angle particulier. Le premier, c'est pourquoi mettre la mobilité, finalement, pourquoi la mettre en tourisme. Cette expression de mettre en tourisme, elle est très utilisée dans votre domaine. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans le mien. Je vais revenir ensuite sur la question des modes de déplacement et effectivement ne pas se tromper de combat sur ce sujet-là. La grande différence entre informer et communiquer, on verra que ça peut paraître subtil, mais ça ne l'est pas. Et pourquoi dans le domaine de la mobilité, justement, sur le secteur touristique, c'est absolument primordial. Et enfin, comment est-ce qu'on peut changer de culture, changer de mentalité, changer un peu de logiciel pour faire avancer ces deux sujets qui aujourd'hui sont très peu liés. Donc, je rentre dans cette première section. Alors, avec un schéma qui va vous paraître très compliqué, très copieux, mais je vais essayer d'y passer quelques minutes quand même parce qu'il me paraît très intéressant. Pourquoi ? Parce que la question de la mobilité dans l'expérience touristique, elle est absolument omniprésente à tous les moments du voyage et même avant. On va commencer chronologiquement par la planification. Planification, c'est un moment où on est dans une logique assez stable, on n'est pas trop pris encore dans sa mobilité dans des endroits qu'on ne connaît pas trop. On est chez soi, on a un ordinateur, un téléphone, on est avant son voyage, on a le temps de regarder les choses, de visualiser, de combiner, de réserver, etc. C'est un moment qui est important parce que en tant que collectivité, on a un petit peu de levier, c'est-à-dire qu'on a des sites internet de destination, on a quelques éléments qui nous permettent de faire ça et d'avoir un premier levier sur la mobilité des visiteurs. Il y a un sujet qui est important et sur lequel on reviendra après, c'est que la sensibilité au signal prix à ce moment-là, elle est forte. Pourquoi ? Parce qu'on a le temps de comparer, on a cette capacité à planifier et on n'est pas dans un moment de stress, de perte de repères, etc. Donc la sensibilité au signal prix, elle est très très forte. Et on va chercher le déplacement le moins cher. C'est aussi pour ça qu'on a une forte prédominance des low cost pour arriver à destination, évidemment. Ça me fait enchaîner sur la partie du voyage. La partie du voyage, c'est la partie où on va commencer à être en mobilité. Donc, on n'est plus chez soi. Donc, déjà, on est dans une situation
d'environnements un peu moins connus, potentiellement sans repère. Alors, quand je dis peu connus, on va me dire, oui, mais les gens qui vont tous les ans au même endroit, ils connaissent. Effectivement, ce qu'ils ne connaissent pas forcément, c'est les conditions dans lesquelles ils vont se déplacer. Donc, il y a quand même une inconnue dans ce déplacement parce qu'on est en mode voyage. Là, on pourrait le scinder en deux parties, la longue distance et le dernier kilomètre. Alors, même si on fait un déplacement de 40 km pour se rendre en vacances, on pourrait considérer qu'il y a 38 km de longue distance, entre guillemets, et les 2 km derniers sont un peu les plus stressants, les plus compliqués, les plus complexes à appréhender. Donc, ce n'est pas une question de je fais 1000 km pour me rendre en vacances, c'est vraiment une question de scinder cette approche du voyage. Là, on est en mobilité, on se déplace, on est dans un environnement plus stressant. Et surtout, on va le voir après, pléthore de modalités, de modes de déplacement. Si on arrive en avion, là, on va prendre l'avion, on va arriver dans un aéroport et cet aéroport va être potentiellement et bien souvent assez loin de la destination finale. On va avoir ensuite quelques modes de déplacement pour nous amener à cette destination finale et faire le dernier kilomètre. Quand on arrive en train ou en car, potentiellement, en règle générale, bien évidemment, c'est un schéma. On va arriver un petit peu plus près de la destination finale avec des hubs que sont la gare ou la gare routière. Et quand on arrive en voiture, on l'a vu à l'instant, ça reste un mode de déplacement privilégié. Le parking relais ou le lieu de stationnement va être encore potentiellement plus proche de sa destination finale. Durant ce moment-là, sur la longue distance, on va le toucher du doigt un peu tout à l'heure, mais on n'a pas grand-chose à faire, c'est assez compliqué. Durant la fin du voyage, sur le dernier kilomètre, là, il y a des vrais enjeux. Comprendre les hubs, comprendre comment fonctionne un aéroport, comment fonctionne une gare routière, c'est très compliqué. Être rassuré, la notion de rassurance est fondamentale. Sur ces options, en gros, j'arrive à l'aéroport, je peux faire comment pour me rendre à ma destination finale. Et là, il y a vraiment une notion de logique rapide, simple et directe qui est très importante. Ces trois éléments sont fondamentaux sur l'offre. Et la sensibilité au signal prix, à ce moment-là, elle est faible. C'est-à-dire que les gens qui ont fait 5 heures d'avion ou même 2 heures de train, quand ils arrivent à destination, souvent, ils prennent le taxi parce que c'est la fin du voyage, que c'est compliqué, qu'ils en ont marre. Et du coup, ils sont capables de payer plus cher, même si c'est beaucoup plus cher qu'une offre de transport public. Donc là, il y a une sensibilité au signal prix qui est faible. Et enfin, sur place, pardon, sur place, le déplacement sur site, c'est aussi un élément qui est finalement peu pris en compte. Enfin, on n'en parle pas si souvent que ça. Et pourtant, c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des habitudes, des repères progressifs. Même si on reste 2-3 jours sur une destination, on a beaucoup de modes de déplacement à destination. Et là, finalement, on est apte à tester des choses, à aller vers le transport public, à tester la diversité, à avoir des expériences un peu fun. Et la sensibilité au signal prix, elle est un petit peu intermédiaire. Il y a un élément qui est très important pour moi, c'est le diagramme d'en bas, c'est le levier pour la collectivité. Sur la planification, je vous disais, on a quelques leviers, notamment les sites internet de destination, etc. Sur la partie longue distance, on n'en a pas, très peu, quasiment pas. Parce qu'il y aura toujours des gens qui arriveront en avion ou en voiture. Alors, on peut essayer de mettre en place, mettre en œuvre des stratégies là-dessus, mais au niveau local, c'est assez compliqué. C'est plutôt des stratégies nationales, voire internationales, voire régionales. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Là où on commence vraiment à avoir un levier efficace opérationnel, c'est à partir du dernier kilomètre et sur le déplacement sur site. Sur le déplacement sur site étant vraiment l'endroit où finalement on peut vraiment commencer à faire des choses. Et j'y reviendrai après, mais le rôle des gares, des aéroports et le rôle des offices de tourisme, ou demain pourrait être l'office de tourisme de la mobilité, est absolument primordial et on verra à quel moment il faut commencer à l'avoir en tête. Donc, je voulais quand même passer quelques minutes sur ce schéma, mais qui me paraît essentiel pour comprendre le rapport entre la mobilité et le tourisme. Alors, évidemment, je ne reviens pas beaucoup là-dessus, parce qu'Émilie l'a fait en amont, mais il y a évidemment un sujet écologique, environnemental. Un petit bémol quand même, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que une grande partie des émissions de CO2 sont liées à la question du transport dans l'activité touristique, oui, mais beaucoup liées au transport aller-retour pour se rendre sur le lieu de séjour. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller regarder ce qui se fait sur place ou le dernier kilomètre, etc., parce que certains diront, bah oui, si la plupart des émissions de CO2, c'est l'avion et qu'on n'a pas de levier là-dessus, bon, ben, ça ne changera pas. Non, non. Il y a des leviers là-dessus, ce n'est pas forcément des leviers locaux. Deuxièmement, le déplacement sur place, la notion du rapport à la voiture et le rôle du ferroviaire, et on va le voir, sont fondamentaux. Donc, il y a des choses à faire. C'est juste que les leviers ne sont pas forcément dans les mains des collectivités locales, communautés de communes, agglomérations ou autres. Pourquoi aussi la mobilité dans la question du tourisme est fondamentale? Et ça a évolué, ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, parce qu'on a de plus en plus d'offres. Et le fait d'avoir de plus en plus d'offres, c'est une opportunité, bien évidemment. C'est aussi
potentiellement un frein, une complexité parce qu'on a de plus en plus de choses à comprendre. Des offres qui sont très différentes de par les modes. Donc, arriver dans un aéroport, c'est 4 ou 5 modes pour aller au centre-ville. Une fois qu'on est sur place, on a du bateau, du métro, du bus, du train, avec des modalités qui sont bien souvent différentes. Et après, on a des offres touristiques, bien souvent séparées des offres classiques. Le vrai problème là-dedans, alors déjà, nous, dans le monde de la mobilité, les gens du transport public parlent peu avec les gens du piéton, les gens du piéton parlent peu avec les gens du vélo, donc c'est déjà compliqué, mais là, il faut le dire, les gens du tourisme ne parlent pas beaucoup avec les gens du transport et vice-versa. Je ne jette la pierre à personne. Donc, on a une expérience qui est encore très cloisonnée, des approches qui sont cloisonnées, des offres qui sont cloisonnées. Et si on ajoute le côté offre touristique cloisonnée des offres de mobilité classique, plus privé cloisonné du public, c'est souvent assez complexe pour se repérer, pour comprendre. Sur ce lien entre mobilité et tourisme, il y a d'autres éléments qu'il faut évidemment rentrer dans notre scope parce que ça fait évoluer les choses, c'est évident. La crise du Covid n'a fait qu'accélérer cette donne-là, c'est le rapport au rythme et aux frontières, notamment lié au télétravail, c'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire, est-ce qu'on peut toujours utiliser le mot de touriste? On est plutôt dans une logique peut-être de visiteur ou de semi-résident. Peu importe comment on l'appelle, quel est le qualificatif et le vocable, ce qui est important à garder en tête, c'est que sur la mobilité, ça a un impact fondamental. Quelqu'un qui reste 4 jours, excusez-moi, dans une ville pour travailler et en même temps profiter, ou quelqu'un qui vient juste un week-end, on ne lui propose pas la même offre de transport public, par exemple, pour se déplacer. Donc, c'est évident que ça a un rapport et un lien. Le deuxième élément qu'il faudra garder en compte par rapport à la crise du Covid, encore une fois, ça a accéléré, c'est le rapport à la distance, ou si je le prenais avec un effet miroir, le rapport à la proximité. On va avoir un développement d'une offre de proximité, d'un tourisme de proximité qui existait déjà, mais qui va être peut-être plus mis en avant. Quelle est la proximité? Est-ce que c'est 10 km? Est-ce que c'est 1 km comme pendant le confinement? Est-ce que c'est 40 km? Est-ce que c'est une proximité régionale? Peu importe. En tout cas, là aussi, ça a un impact considérable sur la manière d'organiser la mobilité et de penser le lien entre mobilité et tourisme. Et enfin, et ça, il faut le rappeler, mais ça a un impact considérable, notamment sur les secteurs urbains. On ne parlera pas que de secteur urbain ce matin, mais quand même, le rapport à l'environnement immédiat, alors pas l'environnement en termes écologiques, mais à son environnement, notamment lié au tourisme, aura évolué avec le Covid. Les gens préfèrent vraiment être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça marche pour le quotidien, mais ça se vérifie aussi pour les gens qui sont dans des villes. Donc, le transport public, c'est déjà compliqué sur la partie touristique, mais en plus, avec le Covid, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre en avant. Donc, ça, c'est un vrai sujet d'approche sur lequel il faudra insister. Donc, ça, c'est un peu une introduction pour remettre un peu la question, le lien entre mobilité et tourisme au centre du débat et de voir de quoi on parle. Maintenant, il y a plein d'approches pour proposer des solutions, ou en tout cas pour acter différentes préconisations ou bonnes mesures sur ces sujets. J'en ai choisi 3. Il y en a beaucoup plus. Je pourrais rester 3-4 heures à en parler avec vous parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Le premier, c'est l'approche modale, qui me paraît essentielle. Il y a vraiment un sujet, je vous l'ai dit un peu en amont, il faut réussir à privilégier alors, quand je dis les séquences, je reprends les séquences tout à l'heure, hein, en amont, pendant le voyage et arrivé sur place. Il faut réussir à privilégier les séquences sur lesquelles on a vraiment un pouvoir, on a des leviers opérationnels sur le territoire. Le premier, et je vous ai mis l'exemple de l'étude touristique qui avait été faite pré-Covid, elle sera de nouveau valable une fois que les Américains et les Chinois seront revenus à Barcelone, mais pré-Covid à Barcelone, le premier moment où il faut pouvoir acter des choses, et c'est hyper important, hein, c'est là où le visiteur pose son pied sur votre territoire. Alors quand je dis pose son pied, c'est pas forcément quand il vient de l'avion. Il peut arriver en train ou en voiture, encore une fois, mais là, quand on prend par exemple l'aéroport de Barcelone, c'est une ville touristique, enfin où le tourisme est majeur, hein, a beaucoup de poids, Barcelone évidemment, mais on se rend compte que pour se rendre au centre-ville, 36% des gens prennent le taxi et 24% la voiture privée, ce qui veut dire qu'en gros, plus de 50% se rendent au centre-ville dans un mode peu vertueux et même souvent peu partagé. Et le reste, finalement, est pas très important, 20% pour le bus, 13% pour le métro, etc., etc., alors que l'offre est assez pléthorique dans l'aéroport de Barcelone. On verra pourquoi, malgré l'offre, ça ne marche pas. Il y a des raisons. En tout cas, voilà, il faut commencer à capter les gens dès l'arrivée sur le territoire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va les capter, notamment, par exemple, s'ils arrivent en avion. Encore une fois, ils arrivent en avion, c'est pas bien, mais ils arrivent en avion.
Plein de choses. Madrid, la photo qui est en haut à gauche, une ligne de bus de transport public, je précise, a été mise en œuvre par l'EMT, qui est l'autorité de transport et l'opérateur public de Madrid. Ce bus est visible, très visible, notamment quand on est dans l'aéroport, très bien signalisé. C'est un bus qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas besoin d'avoir un titre de transport pour l'utiliser. Une validation, ce qu'on appelle l'open payment, on en reparlera, permet de valider son titre de transport juste avec sa carte bleue. On peut y mettre ses bagages de manière très, très simple. Il y a une information voyageur qui est en temps réel et il y a très peu de points d'arrêt. Il y en a 2 jusqu'au centre-ville de Madrid. C'est une offre qui est donc facile à prendre, connue, reconnue, efficace, avec un tarif plat de 5 €, donc beaucoup moins cher qu'un taxi, mais en même temps, et on en parlera aussi dans cette présentation, qui permet de générer des revenus pour la mairie. Et ça, c'est une première manière de dire on vous pousse des offres vraiment efficaces pour pas que vous mettiez vos fesses dans un taxi en arrivant dans un aéroport. Deuxième sujet, Genève. Genève, vous arrivez à Genève, vous avez un pass qui fait que quand vous êtes à Genève, touriste, vous ne payez pas les transports publics. Donc ça, c'est un acte fort de la mairie de Genève. Mais en plus, cette carte-là, vous y avez accès dès l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, ces cartes-là, on y a accès quand on arrive à l'office de tourisme au centre-ville. Mais du coup, on a déjà passé son trajet aéroport-centre-ville. Genève, mais vraiment, c'est important pour eux de faire en sorte que les gens connaissent cette offre dès qu'ils arrivent sur le territoire, dès qu'ils posent le pied, pour pouvoir changer de mode de déplacement déjà à l'arrivée sur le territoire. En bas à gauche, c'est Édimbourg. Là aussi, c'est très intéressant pour que les gens prennent plus le bus entre l'aéroport et la ville ou entre la ville et l'aéroport et ne prennent pas un taxi, un VTC ou un Uber ou autre. Ils ont créé un outil qui est un lieu qui s'appelle le Travel Hub. Le Travel Hub, c'est un lieu où on peut acheter ses billets, ses titres de transport de tout le réseau urbain d'Édimbourg. C'est aussi un mobility store. C'est aussi un lieu où on peut prendre un café, qui est vraiment un lieu qui est très, très sympa, très bien organisé, et une sorte d'espace d'attente VIP chauffé avec de l'information voyageur en temps réel, etc., pour les gens qui vont prendre le bus qu'à l'aéroport. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les mettre dans une logique de confort, de ne pas les mettre dehors à attendre un arrêt de bus, en général pas terrible, qui est peu soigné, qui est soigné souvent à l'aéroport, mais qui n'est pas soigné à l'origine, donc au centre-ville, pour amener les gens vers l'aéroport. Et donc là aussi, on les pousse à prendre le bus pour aller derrière prendre leur avion. Dernier élément, et on est toujours à l'aéroport de Barcelone en bas à droite, c'est le fait de se dire, OK, on a une super offre de bus à Barcelone, on pourrait y aller au centre-ville avec un bus, mais on ne comprend rien parce qu'on a une signalétique qui n'est pas du tout adaptée, qui est soit en espagnol, soit en catalan, soit sans aucune spécificité propre à notre propre fonctionnement. Et du coup, on a mis en place un système de QR code qui est universel, et avec son téléphone, on a de la réalité augmentée qui nous permet d'avoir des informations circonstanciées sur juste des icônes qu'on aurait à l'aéroport. Donc tout ça pour dire que, OK, on arrive en avion, c'est pas terrible, mais déjà, même les gens qui arrivent en avion, on a capacité déjà de faire un premier effort pour les amener à destination. Donc les lieux d'interface, aéroport, gare, etc., sont des lieux qui sont vraiment importants à traiter. Il y a un deuxième élément qui est très important, et là je passe tous ceux qui arrivent en avion, etc., c'est la question, une fois qu'on est sur place, encore une fois, j'angle mon propos évidemment, la question de la marche. Je vais couper mon casque et je vais lancer une vidéo que je vais vous faire écouter qui dure 1 minute, mais qui est, à mon sens, très importante. Et ça me permettra de tousser. Alors, hop. La liberté, c'est un voyage vers le bonheur. Un pas de plus qui nous pousse à aller plus loin. Cette liberté, nous l'avons cherchée pendant des années. We've spent years looking for an alternative mode of transport for short distances. Et nous l'avons enfin trouvée. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. Бидэд автомашин, автобус, скутер гэх мэтээс илүү үр дүнтэй тээврийн хэлбэрийг хайж байсан. Feet have 26 bones. The first metatarsal bone is the strongest. Produit localement à base de matériaux 100% naturels. Disponible 24 heures sur 24. There are absolutely no limits. I can use them whenever I like. Feet are so intuitive. Honestly, I feel like I've known the product since I was born. 2 modes de verrouillage. Rechargeable partout. Feet have been tested in different situations, even in the most extreme conditions. Découvrez les pieds.
disponible dès maintenant, en bas de vos chevilles. Bon, vous aurez bien reconnu le caractère humoristique des Belges, de nos amis belges, mais qui est très important pour amorcer finalement ma séquence d'après. C'est un mode de déplacement auquel malheureusement on pense peu, tellement il est universel et tellement il est facile, c'est la marche à pied. Là, je vous mettais quand même, encore une fois, sur Barcelone, 44%, quasiment 45% des personnes se déplacent à pied dans la ville lorsqu'ils sont touristes et visiteurs. Bon, le malheur, c'est qu'il y a quand même 6% en taxi devant les bus touristiques ou les bus de transport public. Mais en tout cas, voilà, revenons sur ça. Sur les pieds, c'est un élément qui est très important et il s'agit de mettre en avant la question du piéton. Dans la logique de déplacement touristique, on le fait pas assez, très clairement. Il y a plein de manières de le faire. Là, je vous donne un exemple. Alors, encore une fois, on a 40 minutes et là, je suis déjà à la moitié de mon propos, donc je vais avancer vite. Mais à Londres, par exemple, il y a une application qui s'appelle GoJoungly qui permet de se déplacer dans des lieux où il y a peu de bruit, où on va traverser des endroits agréables et potentiellement, il y a peu de circulation et peu de pollution. Donc ça, c'est des éléments qu'on a aujourd'hui. Et cette application, elle a été poussée par Transport for London, qui est l'autorité de transport de Londres, où ils ont vraiment incubé. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez à droite, c'est tous les contrats que commence à avoir cette application, qui signe avec beaucoup de collectivités en Grande-Bretagne, parce que c'est vraiment une application qui met en avant le piéton. Alors, pas que le touriste, bien évidemment, c'est ça qui est intéressant, mais aussi les habitants, et qui permet d'avoir une autre expérience du déplacement. Un autre élément que moi j'adore, que je déploie dans quelques villes de par mes fonctions, c'est ce qui s'appelle Metro Minuto. Metro Minuto, c'est un concept qui est libre, qui a été inventé par Ciudades que Caminan en Espagne. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on va faire comme un plan de métro, mais au lieu d'avoir des distances, on va avoir des durées entre les différents points d'intérêt que nous, on a décidé de mettre en avant, et avec un système de couleurs qui reprend les différents temps de trajet. Ça, c'est des éléments qu'on peut déployer avec des grands 4x3 dans les villes, notamment au départ d'un office de tourisme, par exemple, pourquoi pas, qui a vocation à vraiment promouvoir la mobilité à pied et aussi être un élément de guidage pour les non-habitants, parce que c'est basique, parce que c'est universel. C'est déployé dans une quarantaine de villes en Espagne. Donc, en fait, par exemple, pour les Espagnols, c'est quelque chose qui est devenu facile à utiliser, universel. Et donc, c'est des éléments qu'il faut pousser et qui permettent d'améliorer la question de la prise en charge, évidemment, du piéton. Alors, j'ai pris un autre exemple là-dessus, qui est l'exemple de Gouvernail. Gouvernail, c'est une invention française, là aussi, qui permet d'améliorer la question du piéton avec un système de guidage. Je vous encourage à aller regarder, vous tapez Gouvernail mobilité sur Google et vous verrez comment ça fonctionne, mais qui est très intéressant et qui a aussi un vrai côté universel pour pousser la question de la mobilité piétonne. Évidemment, je vous cacherai pas la question du vélo. Elle est très importante et il faut pousser la question du vélo pour les déplacements sur place. On a beaucoup travaillé sur la question des itinéraires. Souvent, dans la question touristique, le vélo, on le lie aux itinéraires, aux grands itinéraires, à la vélo, à l'itinérance. Il y a aujourd'hui un vrai basculement qui est nécessaire sur la question des services. C'est-à-dire que, par exemple, il faut pouvoir faire en sorte que les vélos en libre service deviennent aussi des outils au service des visiteurs. À Barcelone, par exemple, quand vous arrivez, le système de bike sharing qui s'appelle Bicing n'est pas ouvert aux non-habitants parce que la mairie a décidé de promouvoir plutôt les opérateurs privés parce qu'il y a quand même 300 personnes qui vivent là-dessus à Barcelone. Mais en tout cas, c'est compliqué parce qu'on arrive, on a un super système de vélo en libre service, on ne peut pas l'utiliser. À l'inverse, là, on est à Lisbonne, on a le système public, Gira, mais on a aussi des systèmes en free floating comme Jump. Ça, c'est un vrai outil de promotion du vélo et d'une autre mobilité. Il y a un élément dont on parle pas beaucoup aussi parce que souvent il est décrié, c'est la trottinette. La trottinette, pour un touriste, comme le disait le laboratoire Sisté, elle permet de sortir de terre, de parcourir la ville en surface et surtout, elle fonctionne de la même manière partout. Donc, ça met un touriste en terrain familier, là où des fois le bus est compliqué. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la trottinette, ça peut être un outil de développement touristique qui est important, qui est universel et qui est connu, et qui reste une mobilité bien plus vertueuse que la voiture ou certains autres modes de déplacement. Donc, il ne faut pas l'oublier vraiment dans les réflexions. Le vélo, ça reste aussi un élément qui est extrêmement universel de par l'intermodalité. Moi, je faisais du terrain en Catalogne il n'y a pas très longtemps. On est parti avec un collaborateur, on avait 2 Brompton dans des vélos pliants. On peut faire tout le territoire avec un vélo, vraiment sans aucune difficulté, en intermodalité avec des offres de cars ou des offres de train. Donc, il faut toujours aussi avoir cette logique de, OK, on travaille les itinéraires, on va travailler les services, et dans les services, il faut vraiment favoriser l'intermodalité. On va en reparler un petit peu après. Évidemment, le train est un allié très fort, et ça, je veux le redire. Alors moi, je suis fils et petit-fils de cheminots, donc je ne suis pas du tout objectif, évidemment, mais il faut absolument remettre le train au milieu et au centre de la stratégie touristique
que ce soit de par des offres avantageuses, le CRT Occitanie le fait très très bien. Moi, je les salue vraiment là-dessus, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire évidemment. Mais aussi sur la logique de l'intermodalité avec le vélo, il faut vraiment travailler cette question-là. Je viens de sortir une grosse étude là-dessus, je vous en parlerai éventuellement à la fin, mais ça, c'est un sujet majeur et donc il y a un vrai travail. Je suis ravi que la SNCF soit là aussi après moi pour travailler là-dessus. C'est un enjeu absolument crucial sur le tourisme. Je vais continuer sur la troisième partie qui est très importante au-delà de cette approche modale. Encore une fois, je disais qu'il ne faut pas se tromper de combat modal et ne pas se focaliser sur l'avion, mais vraiment travailler sur les modes qui sont à disposition. C'est la différence entre informer et communiquer. Alors décidément, vous allez dire, je parle beaucoup des Catalans et là, ça va être des Occitans d'Occitanie, qui pour certains d'ailleurs sont catalans. Pourtant, moi, je suis côté Pays Basque, donc ne voyez là-dedans aucun favoritisme. Je citerai les mots de Jean Pinard, qui est le directeur du CRT, qui dit dorénavant, communiquer n'est pas et ne peut plus se résumer à informer. Les territoires ont dû changer leur message et aussi leur vision. Et en fait, je reprends ce terme pour la mobilité, c'est exactement la même chose. Pourquoi alors, pourquoi? Parce qu'on a eu jusqu'à présent la tendance à dire on va informer les gens sur ce qui existe comme offre. Donc, sur les sites d'information touristique, on dit comment se déplacer sur place, comment venir, sans plus. Souvent, c'est des liens vers ce qui existe et qui est complexe. Donc, on est vraiment dans une logique d'information, mais qui est une logique d'information assez froide. Et finalement, ça va être aux gens, c'est pas du push, ça va être aux gens d'aller chercher l'information s'ils en ont besoin. Et si déjà cette information est compliquée, qu'elle est cloisonnée comme on l'a vu avant, on perd énormément de gens au passage, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir faire pour améliorer les choses? Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut avancer vite pour des coûts qui sont pas très importants, mais sur lesquels on pourrait recapter une clientèle de manière assez rapide. La première, c'est oui, j'ai dit communiquer, c'est mieux qu'informer, mais oui, d'abord, il faut informer. Évidemment, informer, c'est majeur. De manière ouverte et universelle. Pourquoi? Déjà, notamment en ouvrant ces données de transport, en ouvrant des bonnes données, donc je fais un clin d'œil à la SNCF qui joue le jeu, les gens, quand ils arrivent sur un territoire, ils n'utilisent pas l'application locale de transport. Ils vont utiliser Citymapper, Google Maps, Apple, Movit ou autre. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Donc, il est nécessaire d'avoir, oui, une stratégie sur une application. Moi, c'est une grosse partie de mon job sur une application locale d'information pour les habitants avec des choses très précises, etc. Mais aussi d'ouvrir ces données, de pouvoir alimenter des plateformes de transport qui sont des plateformes, oui, mondiales, oui, méta, mais qui sont utilisées par les gens pour venir. Je prenais l'exemple de Citymapper, c'est une aujourd'hui des applications qui est les plus multimodales, qui est les plus utilisées. Et il faut pouvoir partager les données. Il y avait eu une grande guerre il y a 4-5 ans là-dessus avec la RATP à Paris, mais c'est vraiment nécessaire parce que ce sont des applications qui sont universelles et qui permettent de pousser les gens vers des modes de déplacement qui sont vertueux. Quand on regarde, et je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour faire du terrain en Ile-de-France, ce que propose notamment maintenant Google pour un piéton sur la réalité augmentée, avec ce qu'on appelle Live View, c'est juste bluffant. Alors, je ne suis pas un fanatique de Google, pas du tout, parce que je suis plutôt un fanatique des outils ouverts, notamment OpenStreetMap, etc. On en parlera à l'occasion, mais il faut quand même se dire que ça existe et que quand on est piéton et qu'on est paumé, les outils de réalité augmentée de Google Maps sont extrêmement puissants, existent, et donc sont des outils qui sont bien alimentés. Ce qui est intéressant, Bruxelles, on a parlé des Belges tout à l'heure, vient de communiquer énormément là-dessus. Ils ont fait un travail avec Google pour que tous les passages cloutés, que tous les cheminements piétons soient mis sur Google dans cet outil-là. Et donc, il y a eu un partenariat avec la ville de Bruxelles là-dessus. Informer ou communiquer, alors là, je pose la question. Il y a des premiers pas qu'il faut faire et qui sont stratégiques. Alors, j'ai pris 2 exemples qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est le site de Transport for London, qui est l'autorité de transport de Londres, qui est censé communiquer sur l'offre de transport, mais qui a un ensemble de pages spécifiques pour les visiteurs, qui s'appelle Visiting London. C'est une source d'information absolument énorme. Vous avez même des plans du réseau de bus en 40 langues différentes. Vous avez tout un tas de sujets, on va en parler tout à l'heure, qui poussent certains modes de déplacement paradoxe. Donc, c'est un premier pas. C'est pas parfait du tout, mais on est plus que dans l'information. Là, on est quand même dans l'opérateur de transport qui communique sur l'aspect touristique. La STCP à Porto, la société de transport en commun de Porto, fait la même chose avec une rubrique touristique dans le site. Vraiment une rubrique aussi importante que les autres, une rubrique propre sur son site d'information de transport, sur lequel elle met en avant aussi des tours qui ont été créés avec l'opérateur de transport public. On va y revenir à la fin. C'est un premier élément qui est absolument stratégique. Alors, je le dis, informer, c'est un peu raconter, donner des éléments sur la disponibilité, mais communiquer, c'est pousser, éditorialiser, orienter. Donc, c'est dire ce qu'on a envie de pousser sur un territoire. Et c'est fondamentalement opposé. C'est-à-dire que là, on va passer en mode push, on va pousser les choses.
Et là, c'est important parce qu'on va pouvoir pousser certains modes. Donc là, je reprends TfL. TfL, il pousse le mode piéton, le mode vélo, même pour les visiteurs, plus que le bus, plus que le métro. Donc, ils ont des outils pour le faire, des outils de marchabilité, ils ont un blog, ils ont des habitants qui racontent leur expérience, qui vont venir aussi accompagner les gens. Donc, il faut un vrai travail là-dessus. Je vous ai parlé de l'intermodalité vélo et train tout à l'heure. Les Néerlandais, à gauche, l'opérateur néerlandais principal, le marché est ouvert en Pays-Bas, ont fait tout un travail. Ils ont gagné d'ailleurs un prix il n'y a pas très longtemps pour créer des balades touristiques vélo autour des gares. Et ils communiquent de manière hyper importante dans les gares. Vous avez des panneaux en 8x4 énormes qui vous permettent d'avoir accès à cette information. Ils ont créé une application. Vous avez même la même chose sur IDFM qui a travaillé avec GeoVélo pour, au départ des gares franciliennes, faire des balades aussi à vélo, où en plus on vous offre un tarif ZOUV qui est un vélo en libre service préférentiel. Donc là, on pousse quelque chose, c'est-à-dire qu'IDFM, en tant qu'autorité organisatrice de transport, veut que les gens puissent faire du vélo autour des gares et ils mettent en œuvre du calcul d'itinéraire numérique, des vélos en libre service, potentiellement utiliser un Véligo et de l'information circonstancielle. Donc là, on n'est plus juste dans l'information, on pousse, on éditorialise et on amène à changer de système. Je reviens sur Porto, j'en ai parlé tout à l'heure. Porto a mis en œuvre aussi un système dans tous les arrêts de bus et dans énormément de points d'intérêt de la ville, donc il y en a 1000. Ils ont créé un système de QR code qui renvoie à une cartographie et avec de l'information en temps réel sur des points d'intérêt patrimoniaux, transports, culturels, des services pour les gens qui sont visiteurs ou pour les habitants. Et c'est quoi la particularité de ce système? C'est que c'est un système qui a été créé sur OpenStreetMap, qui est entièrement géré par la collectivité, où ils vont gérer eux-mêmes la question des horaires, le rapport avec les commerçants qui ont fait remonter leurs informations, avec tous les POI, à l'inverse d'un Google où des fois on se rend compte qu'on va vouloir aller dans un truc et les horaires sont pas justes sur Google parce qu'elles sont pas maîtrisées. Là, c'est la collectivité qui maîtrise l'ensemble de la base de données. Donc la base de données, elle est moins importante qu'une base de données Google, évidemment, mais elle est maîtrisée. Et par exemple, quand on arrive à un point d'arrêt, à un arrêt de bus, on va être géolocalisé avec le QR code. On va nous donner les informations de ce qui est autour, dans un rayon de 300, 500, 1000 mètres. Et on va nous donner les informations que sur ce qui est réellement ouvert. Si c'est pas ouvert un dimanche, par exemple, l'information sortira pas. Donc ça, c'est une manière d'éditorialiser le contenu qui est très importante et qui recrée un lien entre le transport, encore une fois, et le territoire pour les visiteurs. Je vais parler d'une autre application qui est très importante pour moi. Spoiling Alert, elle va être arrêtée malheureusement, c'est hyper dommage, mais Next Stop à Paris, c'était génial. C'est une application créée par la RATP qui proposait un contenu en 10 langues, ce qui est absolument énorme. En prenant le métro et le bus, vous avez un contenu sur tout l'aspect patrimonial avec des audio guides. C'était absolument énorme comme application. Je vous conseille de vite la télécharger avant qu'il la vire parce qu'ils ne feront pas de mise à jour, mais elle marche encore. Et ça, c'est une vraie expérience. Je pense que ça leur a coûté trop cher finalement, mais c'est une vraie expérience de comment on peut pousser de l'offre sur un territoire avec une mobilité décarbonée. Et enfin, dernier élément, je vais en reparler juste après, c'est le mode push. C'est pas que de l'information digitale, ça peut être du physique. Le Mobility Store, donc créé par Xavier Takoun, qu'on voit à gauche sur la photo, qui est encore un copain bruxellois, c'était l'idée de se dire dans un endroit qui est comme un office de tourisme, en fait, pour la mobilité, on va renseigner sur toutes les offres de mobilité, peu importe si elles sont privées, publiques, etc. Mais en plus, on va vous permettre de tester les applis, les outils et les modes. Et on va vous accompagner. Donc, il y a un vrai accompagnement. Et là, encore une fois, on n'est pas juste sur le fait d'informer. On ne va pas vous dire, vous arrivez, on vous donne un plan. Non, non. On va vous apprendre comment vous servir de l'appli qui existe à Bruxelles, comment déverrouiller une trottinette et comment vous déplacer autrement, que vous soyez visiteur ou que vous soyez habitant. Il me reste 10 minutes, donc je suis à peu près bon en timing. J'avais compté 4 fois 10 minutes. Je vais rentrer dans cette quatrième partie qui est fondamentale dans le sens où si on veut mettre en avant ces 3 premières parties, ces 3 premiers leviers, encore une fois, qui ne sont pas exhaustifs, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Et je le ferai dans le futur à l'occasion si vous avez besoin. Mais là, finalement, c'est comment tout ça, on le met en musique et comment on change un peu de mindset, de logiciel. Le premier, alors moi là-dessus, je vais sûrement bosser avec l'Occitanie sur ce sujet. C'est un sujet qui me passionne. C'est le fait de pouvoir réhumaniser, reconsidérer les lieux d'information physique. Moi, je fais partie de ceux qui croient que les offices de tourisme doivent évoluer vers peut-être revenir sur la logique du syndicat d'initiative, c'est-à-dire un office de tourisme pourrait donner des informations sur autre chose que le tourisme ou le visiteur, mais devenir un centre d'information sur la totalité de l'expérience d'une ville, d'un territoire. On commence à voir des choses. J'ai parlé du Bruxelles Mobility Store à l'instant. Je pourrais parler de la maison du tourisme et de la mobilité d'Annemasse, alors qui est intéressante par certains aspects, mais qui reste donc c'est déjà mettre tout dans un même lieu, mais qui reste encore cloisonné
dans la manière de vendre, dans la manière de pratiquer, mais c'est une première approche qui est très intéressante. On est sur un territoire qui est touristique, on est collé à la gare d'Annemasse où il y a une vraie logique transfrontalière. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est possible et que peut-être un agenda faisait que c'était tout à fait possible. Mais c'est une première étape qui est vraiment intéressante de se dire les lieux d'information doivent évoluer parce qu'on l'a dit, la mobilité dans l'expérience touristique, elle est fondamentale. Donc, on ne peut pas juste donner des plans ou renvoyer vers un site internet. Ces lieux-là doivent évoluer pour informer mieux les gens, qu'ils soient visiteurs ou pas. J'ai dit tout à l'heure, il faut revoir aussi les lieux d'interface. La question, c'est ces offices de tourisme ou ce qui n'est plus office de tourisme, ces endroits d'information globaux, on les met où? Ce qui est intéressant quand on va aux Pays-Bas, par exemple, c'est qu'il y a des gares, là on est à la gare de Rotterdam, où on a intégré l'office de tourisme dès l'arrivée en gare. 60% des gens arrivent sur Rotterdam en train. 40% des gens qui arrivent dans une gare aux Pays-Bas arrivent en vélo. Donc eux, ils ont vraiment un système qui est vertueux. Donc évidemment, on ne va pas aller faire ça à l'aéroport. À Rotterdam, on le fait à la gare. Et on a un très bon système d'information à la gare avec des outils numériques, avec des gens qui sont présents sur des plages horaires qui sont extrêmement importantes. Et donc, dès qu'on arrive en gare, on a la capacité de se dire, on est déjà arrivé dans un mode vertueux et on peut continuer avec un mode vertueux, utiliser un vélo à libre service, aller à pied jusqu'au centre-ville, etc. parce que l'information est située au bon endroit. Il faut aussi reconsidérer le visiteur dans l'offre de transport public. Alors, c'est bien de faire des navettes. Sur certains aspects, ça marche bien. Je sais qu'en Normandie, il y a quelques bons exemples et je ne les critique pas. Je pense que c'est une excellente chose. Sur certains business de niche très particuliers, Mont-Saint-Michel ou autre, peu importe, ça marche. Néanmoins, il est essentiel maintenant d'intégrer le visiteur comme partie prenante des cibles de l'opérateur de transport public. On ne peut plus imaginer, comme c'est le cas par exemple chez moi au Pays Basque, dans l'agglo, on fait des navettes l'été et on est content parce que ça marche l'été, puis c'est gratuit, c'est génial. Non, ça c'est terminé. Le visiteur n'est plus ce qu'il était. On est dans une logique maintenant où on n'a plus les mêmes pointes, les mêmes hyperpointes, que ce soit dans le déplacement classique ou dans l'intégration du visiteur. Donc il faut avoir un visiteur qu'on intègre dans la manière de faire du transport public aujourd'hui. Porto est un super exemple là-dessus. Cette ligne 500 que vous voyez là, c'est une ligne de transport public tout à fait classique où vous payez 1,90 € votre billet, qui est utilisé par des locaux. Progressivement, c'est devenu une ligne touristique, sans le savoir finalement. Pourquoi? Parce qu'elle longe le Douro, elle va jusqu'aux plages du nord de Porto. Et d'ailleurs, elle va dans des quartiers qui sont des quartiers plutôt populaires, mais aujourd'hui, on a une population très mixte. Pourquoi? Parce que progressivement, la municipalité de Porto a compris que ça pouvait être une ligne à succès, et à succès pour plusieurs éléments. Parce qu'elle pouvait drainer une partie importante des gens qui vont vers les destinations de plage et qui veulent longer le Douro sans avoir à déployer des offres particulières et qui seraient coûteuses. 2, parce qu'elle peut rapporter de l'argent, c'est-à-dire que la fréquentation de cette ligne rapporte de l'argent. C'est une ligne qui est bénéficiaire, ce qui est rare dans les lignes de transport public, c'est plutôt l'inverse. Et comment ils ont fait ça? Ils ont passé toute la ligne avec des bus impériales. Le bus impérial, c'est bête, hein, et ça change fondamentalement la manière de voir une ligne de bus. C'est le double-decker de Londres, c'est les bus hongkongais, etc. Ils ont fait ça, ils ont intégré le Wi-Fi à l'époque où il n'y avait pas le roaming, c'est-à-dire à l'époque où quand on arrivait dans un territoire et qu'on voulait se connecter à Internet, on prenait une grosse douille parce que c'était cher. Donc ils ont mis le Wi-Fi dans ce bus-là qui devenait un hotspot. Et là, récemment, ils ont déployé l'open payment, donc le paiement par carte bleue directement sans titre de transport. Et les 2 lignes principales et premières pour lesquelles ils l'ont fait, c'est la ligne qui vient de l'aéroport, intelligent. Deuxième ligne, la ligne 500. Donc, il lui donne encore plus ce caractère universel et touristique. Et encore une fois, cette ligne leur rapporte de l'argent. L'offre de transport public, elle peut avoir un côté fun aussi. Là, on est toujours à Porto. Le tramway que vous voyez à gauche fait partie de l'offre de transport public. C'est comme la ligne 28 à Lisbonne. C'est une ligne mythique. Elle fait partie du réseau de transport public. Là, on a la ligne 500 au milieu, je viens de vous en parler. Le bateau dans le curseur de fun, de funitude d'un territoire, c'est hyper élevé. Et il y a des territoires dont le bateau, fluvial ou maritime, fait partie de l'offre de transport public. Je parlais de Penarbed, je suis en train de finir un papier là-dessus, je le mettrai à disposition, je pense, d'ici la fin de la semaine. Je vous enverrai les liens via Émilie, mais Penarbed en Bretagne, Navibus à Nantes, qui fait partie de la, je sais plus comment ça s'appelle à Nantes, j'allais dire la promenade nantaise, mais c'est pas ça. Mais vous me corrigerez, vous reviendrez là-dessus juste après. C'est quelque chose qui est super important. Et donc, il y a des modes qui apportent un côté fun parce qu'une des questions, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on utilise les modes de transport public quand on est en vacances et qu'au retour chez nous, on le fait pas. Et donc, il y a des modes qui nous aident à rendre l'expérience du transport un peu plus fun que le métro où ça sent pas bon ou le bus qui est bondé. Il y a une question qui est fondamentale aussi pour considérer le visiteur dans l'offre de transport public, c'est lui donner des privilèges. Los Angeles, Boston ont commencé, alors c'était avant le Covid, je ne sais pas si ça a continué, mais à mettre en place des coupes-fils dans les aéroports pour les gens qui arrivent en bus. Vous arrivez en bus à l'aéroport et non pas en taxi, vous passez devant tout le monde.
Et ça, en fait, ça pousse les gens à utiliser le bus pour aller à l'aéroport parce que souvent, vous faites dans les aéroports américains, si vous y êtes habitué, c'est très, très long, notamment depuis le 11 septembre, mais c'est très, très long, tous les passages et l'expérience est absolument horrible. Et donc, vous arrivez en transport public, déjà, vous passez un premier cap qui est quand même chouette. On pourrait se dire que vous arrivez dans un musée, et si vous arrivez avec votre trottinette ou votre vélo, vous avez le café offert, ou il y a plein de choses à inventer là-dessus pour pousser les gens à se dire, ben ouais, moi, j'ai fait l'effort de venir en vélo ou à pied. Qu'est-ce que tu m'offres en échange? C'est quoi le compromis qu'on a ensemble? Et ça, il y a vraiment des choses à inventer. Je vous encourage à aller regarder ce que font les Norvégiens là-dessus, qui est vraiment intéressant dans leur place. Il y a aussi une nécessité, encore une fois, on est dans le changement de mindset, de changer de focale. Sur le périmètre territorial, Amsterdam, il y a trop de gens à Amsterdam. Les Néerlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de pousser des destinations hors Amsterdam intramuros. Et au niveau transport, ça passe par quoi? Ça passe par le fait que si vous avez un pass touristique transport, il faut qu'il soit régional pour que vous ayez accès au réseau de train de manière facile. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec le Amsterdam and Region Travel Ticket qui a été lancé il y a quelques années, qui marche très, très bien et qui est aujourd'hui un élément qui est encore plus mis en avant que le pass Amsterdam aujourd'hui parce qu'encore une fois, il y a trop de monde à Amsterdam. Je précise évidemment période pré-Covid. Bon, Émilie va sourire, mais ça la concerne. Je suis absolument convaincu et j'ai beaucoup œuvré là-dessus auprès de l'ADEME quand j'ai bossé sur la stratégie de transport, sur le fait que comme il y avait à un moment des chargés de mission vélo financés par l'ADEME dans les collectivités, il faut absolument pousser des postes de chargés de mission mobilité au sein des structures tourisme et peut-être même tourisme au sein des structures mobilité. Ça va dans les deux sens, évidemment. Il est évident que si on veut avancer sur ces sujets, il faut des postes à plein temps. Il faut des gens qui soient sur cette thématique à plein temps parce qu'il y a tellement de boulot à faire que c'est majeur. Ça, je suis désolé, c'était l'Occitanie qui avait monté cette offre. Je crois que ça y est, la personne est recrutée. J'aurais pu parler de la Normandie. Mais c'est absolument stratégique parce que je fais le parallèle avec le vélo, qui est un secteur que je connais bien. Si vous ne mettez pas des charges de mission vélo dans les collectivités, c'est très compliqué de pouvoir avancer parce qu'il faut encore une fois des gens qui travaillent à plein temps sur ce sujet. Donc évidemment, il faut faire évoluer la gouvernance et le pilotage. C'est un sujet qui est majeur. Et il faut aussi ne pas avoir peur. Dans le milieu du transport, c'est le cas. On a souvent peur de gagner de l'argent parce qu'on a cette étiquette transport public, etc. Mais je parlais de Barcelone tout à l'heure. L'aérobus Barcelone aéroport centre-ville est selon la directrice des transports de la Generalitat de Catalunya, est une cash machine pour la collectivité et permet de financer les autres offres de transport. La ligne 500 à Porto fait rentrer de l'argent à l'opérateur et permet de faire financer des autres offres de transport pour les habitants. Il ne faut jamais oublier un élément, c'est que les habitants de la ville touristique n'ont pas envie de subir les conséquences d'un surtourisme, etc. Si en plus ils considèrent qu'on va créer des offres que pour les touristes et qu'en plus elles ne profitent qu'à des opérateurs privés, c'est encore plus cruel pour eux. Si on leur explique, et c'est réel dans certaines collectivités, que en plus ce qu'on fait pour les touristes va générer un profit qui va être utilisé pour les habitants, c'est mieux vécu et c'est quand même un vrai sujet sociétal pour les différentes collectivités. Dernière slide, et on arrive à 41 minutes 41, donc je pense qu'on est à peu près dans les temps. On peut tenter l'aventure du sans voiture. Alors, la Bretagne l'a fait, la Bretagne sans voiture. La Normandie le développe aussi. J'ai été le regarder. Il y a des collectivités qui vont très, très loin là-dessus. Zermatt en Suisse. Bon, après, je vais vous donner le côté noir et obscur de la force, mais c'est une ville où on ne peut pas y accéder en voiture. Il y a des taxis électriques dans la ville, des tout petits taxis. Il y a une offre de mobilité qui est vraiment assez vertueuse. Ils ont vraiment développé le piéton. On ne peut y arriver que en train, avec le fameux Glacier Express qui est absolument incroyable, un train panoramique, etc. Et une offre de train qui est liée au CFF, au chemin de fer suisse. Mais ils ont vraiment acté les choses là-dessus. Bon, le côté un peu obscur de la force, c'est qu'on peut aussi y accéder en hélicoptère. Pas oublier qu'on est en Suisse, qui a une clientèle a priori un petit peu privilégiée. Mais je prends cet exemple-là un peu particulier. J'ai pris Genève tout à l'heure pour dire que le tourisme en Suisse, par exemple, est un vrai sujet où la mobilité a été intégrée de manière très importante dès la base de la stratégie pour faire en sorte d'avoir des déplacements un petit peu différents, notamment pour les gens qui sont sur place. Donc, je me suis permis cet exemple et je vais y aller au mois de mai pour regarder ce que ça vaut vraiment. Je n'irai pas en hélicoptère, je vous le promets, j'arriverai en train, mais pour voir ce que c'est réellement. Donc, en guise de conclusion, si je devais le mettre en deux phrases, et effectivement, il est 11h23, donc je pense qu'on est dans les temps. Pour mettre en tourisme la mobilité, il faut vraiment intégrer les visiteurs comme des utilisateurs à part entière
de l'offre de transport collectif, notamment, mais de l'ensemble des offres, il faut qu'on ait une vision qui soit vraiment moins cloisonnée. Ça veut dire qu'il faut l'imaginer dès le début. Je reviens sur la question des postes, des charges de mission, etc. Ça me paraît essentiel. Il faut qu'il y ait un travail qui soit mieux fait entre les autorités de transport et les directions du tourisme, peu importe qu'elles soient ADT, CDT, CRT, office de tourisme, intercommunaux, non intercommunaux. J'ai vu que chez vous, c'était autant compliqué que chez moi dans le transport, dans les structures et dans les strates, peu importe. Il faut organiser les choses, il faut les penser en amont, il faut expérimenter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres disponibles et il faut se permettre d'expérimenter et il faut surtout avoir une stratégie radicale sur les modes qu'on veut mettre en avant. Encore une fois, des gens continueront à arriver en avion, mais il faut pouvoir privilégier, fidéliser la question du coupe-fil dans les aéroports. Je le disais tout à l'heure, ça peut être fait ailleurs, c'est-à-dire que quand les gens se déplacent de manière vertueuse sur un territoire quand ils sont touristes, il faut leur donner des tips, faut les pousser à faire ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas juste on pousse une offre, mais aussi on incite. Et ça, je pense que là où on en est aujourd'hui, il faut être radical là-dessus. Et donc, finalement, on a un peu les cartes en main pour changer la donne sur ce sujet de la mobilité du tourisme. 44 minutes 26, je coupe mon son. J'ai assez parlé, vous m'avez assez entendu. Je crois qu'il y a une petite séquence de questions. Ouais, ne coupe pas ton son tout de suite, Julien. Merci pour ta présentation qui a permis de voir beaucoup d'exemples à l'échelle européenne. Alors, on a quelques questions que je vais te faire remonter qui sont affichées dans le chat. Tout d'abord, on avait une question sur peut-on et doit-on faire la promotion d'un tourisme sans voiture quand il n'y a pas d'offre de transport en commun dans les territoires ruraux? Donc, il y a toute cette problématique du dernier kilomètre, notamment sur les territoires ruraux, qui est intéressante à prendre en compte. Je ne sais pas ce que tu peux répondre. Ouais. Alors, territoire ruraux, c'est toujours compliqué. Je dirais territoire non urbain, parce qu'après, ça peut être aussi des territoires périurbains. Bref, peu importe. C'est pour ça que je parlais de la question du vélo et du piéton, qui sont des sujets universels. Il faut accentuer ces territoires-là. Bien évidemment, on va continuer à arriver en voiture, même si dans le temps, on va réussir à avoir d'autres politiques, mais on ne peut pas mettre des offres de transport collectif qui sont pléthoriques, etc. Donc oui, là, il faut mettre en œuvre beaucoup de choses sur la question du vélo et sur la question du piéton. Je le redis, il y a beaucoup de manières de le faire. Mettre un axe très important sur l'information et ne pas s'empêcher de faire des choses qui sont souvent basiques. Ça s'est fait dans les Landes notamment, c'est mettre à disposition une flotte de véhicules partagés électriques à disposition des touristes. Ça peut être du leasing qui est fait par la mairie. Il y a des choses qui sont peu coûteuses à déployer. Encore une fois, là, il y a des fonds à aller chercher. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'une fois que les gens arrivent en voiture, ils n'y touchent plus. Et il y a plein de manières de le faire. Il y a aussi un travail qui est fondamental, qui est en train d'être fait par la Fédération française de randonnée, qui a embauché une chargée de mission mobilité, donc rigolo par rapport à ce qu'on se disait à l'instant, que j'ai vu la semaine dernière, c'est pour ça que je vous en parle, et qui est en train de regarder comment dans des villages ou dans des petites villes, on peut faire en sorte que la randonnée ne soit pas qu'une randonnée où on est obligé de prendre sa voiture, aller vers un point de départ, mais partir des centres, des bourgs, et avoir des itinéraires qui soient vraiment sympas. Donc, il y a une question de jalonnement, de signalétique, et encore une fois d'information. Je reviens sur l'application GoJampy à Londres. Elle est à Londres, mais elle est en train de la développer dans des endroits, mais vraiment au fin fond de la Grande-Bretagne, des endroits très ruraux et où ça fonctionne très bien. Donc, piétons, vélo, grosse information, gros push de la mairie, notamment par Office de tourisme, syndicat d'initiative, et des petites solutions qu'on peut déployer aussi sur la voiture qui peuvent aider. Mais c'est pas parce qu'on est dans un territoire non urbain qu'on peut rien faire. Vraiment, là-dessus, je serais vraiment catégorique. Ok, tout à fait. Je te rejoins aussi sur éventuellement la voiture en leasing, ou en tout cas l'idée de faire en sorte que une fois sur place, le touriste puisse avoir toutes les possibilités en sa possession pour ne plus reprendre sa voiture. On avait des commentaires plutôt, un commentaire aussi sur la remarque que tu faisais justement sur le rôle de l'Office de tourisme qui a amené à évoluer. Je sais qu'au sein de la Normandie, on a des offices de tourisme qui sont justement en réflexion sur leur mission. Et on avait un commentaire qui disait oui, mais centraliser, du moins rajouter des services à ce qui existe déjà. Il faut des personnes volontaires et intéressées d'informer. Certains offices veulent se limiter à leur mission d'information touristique. Donc, ça rejoint un peu cette idée aussi de décloisonnement. Je ne sais pas si tu as un commentaire ou des exemples peut-être
Ouais, moi j'avais fait un audit là-dessus sur 80 offices de tourisme et la première question que j'avais posée, c'est est-ce qu'on vous pose des questions sur la mobilité? 70% des répondants disaient oui, et après 80% de ces questions sur la mobilité, c'était d'ailleurs le vélo. Donc c'est assez intéressant, je fais une parenthèse là-dessus. Après, la deuxième question que je leur ai posée, c'est est-ce que ça vous intéresse effectivement d'aller sur ces sujets? Et là, il y avait moins de gens favorables parce qu'on me disait on a déjà beaucoup de trucs, etc., etc. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'il y a un travail à faire effectivement déjà avec les offices volontaires. Donc ça, il faut expérimenter des choses. Et il y a 3 sujets sur l'office de tourisme. Il faut décloisonner, donc dans la manière d'approcher le visiteur qui arrive, c'est-à-dire ne plus avoir juste un petit truc mobilité, puis un truc, ça c'est plus possible. Donc il faut designer. Moi, je suis en train de lancer un travail avec vraiment qui est un cabinet d'études franco-belge là-dessus. Et 3, il faut former. Donc si on n'a pas ces 3 éléments, ça ne marchera pas. Et évidemment, il faut expérimenter des choses. Là, encore une fois, je crois que l'Occitanie veut lancer des choses. On appelle un projet sur 20 offices de tourisme. Il faut analyser ça en continu pour avoir des retours et voir ce qui marche pas, améliorer les choses. Donc là, l'idée, c'est de lancer un travail de longue haleine, peut-être de plusieurs années, de faire travailler les différentes régions ensemble. Si la Normandie fait des choses, que l'Occitanie en fait, que la Bretagne en fait, essayer de voir pour travailler ensemble là-dessus. Mais il est évident que c'est un sujet qu'il faut mener. Et avec le temps, je pense qu'on va réussir à convaincre à peu près tout le monde parce que je vais prendre une anecdote, mais quand on arrive dans un office de tourisme, style à Bidart, je suis en train de bosser, et moi j'ai fait en client mystère, je dis à la personne, je veux aller faire du vélo, elle me sort un plan. Et je dis, mais je ne vais pas prendre un plan papier sur mon vélo, enfin, c'est juste pas possible. Et en plus, sur ce plan, j'ai les aménagements existants et à venir. Je dis, mais les aménagements à venir ne m'intéressent pas. Et la personne, donc j'ai fait exprès, et la personne me dit, je serais ravi d'avoir une application ou en tout cas d'être formé pour vous renseigner là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je me dis, il y a quand même des choses à faire. Et par contre, il y a un vrai sujet où il faut qu'il y ait et des gens du tourisme, et des gens du design, et des gens de la mobilité qui bossent là-dessus. Pour moi, c'est un sujet absolument essentiel des prochaines années. Je le martèle à chaque fois que je peux, mais vraiment. Après, il faudra des sous, sûrement. Mais quand on en a besoin, on sait aller en chercher sur des projets comme ça, je pense. Oui, alors du coup, on a Jean-Marc Goyer qui travaille à l'ADEME Normandie qui souligne justement un mode de financement pour des innovations de mobilité en milieu rural et contexte difficile qui s'appelle TEN-MOD et voilà, qui peut peut-être aussi proposer des solutions. Je regardais, oui, c'était voilà, l'autre remarque concernait, c'est vrai, les villes moyennes et plutôt finalement la question du changement de comportement des touristes, puisque dans une grande ville comme celle que tu as pu prendre en exemple, en fait, on sait que la voiture, de toute manière, va être compliquée à prendre à Barcelone, à Paris, à Londres, à Genève, etc. Donc, on est déjà plus facilement incité à s'orienter vers la marche à pied ou le transport en commun. Mais c'est vrai que quand on est dans une ville moyenne ou une petite ville voilà, normande, souvent, voilà, c'est plus rassurant d'aller prendre sa voiture. Et en plus, il n'y a pas de contraintes. Les routes sont moins fréquentées, il n'y a pas de bouchons. Voilà, donc ça, c'est aussi du coup difficile de participer au changement de comportement sur finalement, dès l'instant où il n'y a pas de contrainte à l'utilisation de la voiture. C'est bien pour ça qu'il est évident que quand je dis il faut des gens de la mobilité au tourisme pour réfléchir à l'offre, c'est quelque chose, et il faut de l'autre côté qu'à un moment, quand on réfléchit à la politique de mobilité de la ville, on intègre la logique du touriste et que moi, je pense que l'incitatif, ça marche. Encore une fois, faire en sorte que quelqu'un qui arrive avec un autre mode ait des facilités d'accès, par exemple, un coupe-fil, on lui offre un café, le restaurant est moins cher, peu importe. Ça peut pousser les gens. On n'est pas dans le coercitif, on est dans l'incitatif. Ça peut être fait côté tourisme et côté mobilité. Le fait est que quand on va construire des aménagements publics plutôt orientés pour la découverte, les touristes, etc., il faut faire le job de toute autorité de transport, à savoir limiter le nombre de places, mettre des tarifs qui sont potentiellement prohibitifs. Et encore une fois, moi là-dessus, je suis radical. Vous voulez arriver en voiture, j'en sais rien, ou Louvre-Lens, j'étais il n'y a pas très longtemps dans le bassin minier. OK, vous payez très cher quand vous arrivez en voiture. Évidemment, il faut avoir une offre à côté qui tient la route. Donc là, ils ont développé des pistes cyclables, du vélo, etc. Vous payez très cher le fait de vous garer en voiture. Et cet argent-là, par contre, il est mis pour déployer et financer des offres alternatives. Et c'est là où vraiment il faut être intelligent et vraiment radical, mais on peut le faire. Donc ça veut dire que là, pour le coup, il faut vraiment qu'il y ait un travail. Et souvent, l'autorité de transport ne sera pas d'accord, évidemment. Ou le point d'intérêt musée, etc., ne sera pas d'accord. Et là, il faut engager des discussions, etc. C'est pour ça, quand je dis dans la partie, il faut changer de culture, oui, il faut le faire progressivement. Et même dans les villes moyennes, ça peut fonctionner. Ça va prendre du temps, évidemment, mais ça peut fonctionner. Il faut avoir un mélange d'un peu de coercition. Moi, j'aime pas la coercition, mais il y a un moment, il en faut. Il est incitatif et après créer des habitudes.
Une fois qu'on a fait ça, et les infrastructures après viendront, et ça met du temps évidemment à venir. Ok. Oui, ben justement, on a Cédric Morel, le directeur du syndicat mixte à tout mode en Normandie, qui est l'établissement public qui coordonne les déplacements multimodaux par transport public en Normandie, qui nous annonce qu'il recrute un chargé de partenariat qui sera notamment chargé de collecter aussi les besoins, notamment touristiques, sur des questions d'intermodalité. Donc, bravo. C'est ouais, mais je pense honnêtement qu'il y a je sais pas si c'est le Covid, mais on est en train de vivre un moment charnière. Ce genre d'annonce est extrêmement positif, je trouve. C'est intelligent et je pense qu'on va dans le bon sens. Et il faudrait que ça soit évidemment généralisé à l'ensemble des territoires. Là-dessus, je pense vraiment. Bon, alors du coup, merci Julien. On va poursuivre. Avec plaisir. Juste, du coup, Julien en parlait, mais j'ai omis de parler juste rapidement du poste qui a été créé donc au CRT Normandie avec le soutien de l'ADEME. Donc, c'est un poste justement sur une mission mobilité touristique qui existe depuis octobre dernier et que j'occupe. Donc, n'hésitez pas, acteurs du tourisme et acteurs du transport, si vous avez ultérieurement après des questions sur ce sujet à me contacter. En tout cas, là, on a vu une vision un peu globale des mobilités et de ce qui peut se faire à droite et à gauche. Et en Normandie, donc on a bien vu l'importance de connaître aussi le réseau et les possibilités de mobilité à l'échelle d'un territoire. Donc, pour deux enjeux, le voyage à destination, la mobilité sur place. Donc, sur voyage à destination, évidemment, en Normandie, on a plusieurs solutions de mobilité, l'accès à vélo éventuellement sur les grands itinéraires, en covoiturage, les autocars longue distance. Et puis, il y a l'accès en train, évidemment, qui reste majeur. Donc, c'est pour ça qu'on a Marie-Hélène avec nous ce matin aussi pour présenter le travail sur la mobilité touristique à l'échelle du territoire normand par SNCF Nomade. Donc, Marie-Hélène, je te laisse partager ton écran pour faire un petit focus davantage sur notre territoire normand. Eh bien, bonjour à tous. Hop, je vais aller sur la présentation. Donc, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Oui, tout à fait. Super. On voit bien ton partage d'écran. Oui, super. Déjà, merci en tout cas à Normandie Tourisme pour cette invitation qui forcément a du sens pour nous et a même du sens, je dirais, pour moi personnellement, parce que j'ai fait des études en fait dans le transport. Enfin, j'ai même mon diplôme d'études qui s'appelle Transport, Tourisme et Hôtellerie, comme quoi c'est pas forcément incompatible et qui a besoin justement de ces liens, je pense, entre ces différents secteurs d'activité. Et là, l'idée, c'est quand même de vous montrer en fait qu'on est aussi dans cette logique par rapport à SNCF Nomade Train pour justement pousser toute cette dimension touristique qui est importante pour nous. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, comment soutient-on là? En fait, l'idée, c'est de vous montrer le train sous un aspect justement de mobilité touristique, puisqu'en fait, c'est important de partager ces sujets-là avec vous parce que quelque part, j'estime moi que en tant qu'hébergeur, en tant qu'office de tourisme, en tant que musée, lieu d'attractivité, en fait, on a tous une mission quelque part de se pousser mutuellement et aussi de soutenir les évolutions qu'on a dans la mobilité. Et dans la mobilité ferroviaire, on a eu beaucoup d'évolutions. En fait, c'est très, très récent de dernières années. Puisqu'on a mis en service, du coup, l'année dernière, ça y est, on a terminé de mettre en service les 40 nouveaux trains qui circulent sur les lignes longue distance. Donc ça, je vous en parlerai. On a également des produits tarifaires qui sont adaptés justement à cette mobilité-là et qui sont importants également à faire connaître. Et on a des outils aussi qui assurent la promotion du territoire. Alors, on a des outils qui sont en propre, comme le nouveau site Nomade Train, qui vient de sortir d'ailleurs, c'était début février. On a également une carte des points d'attrait touristiques qui là, est un outil en fait qui est national, mais qui montre vraiment des idées en fait de sortie ou de points d'attractivité en fait sur tout le territoire français. Puis je pense que, alors là j'en parlerai pas parce que justement d'autres en parleraient mieux que moi, mais je pense que voilà, ces outils y participent. C'est vrai que là je voyais qu'il y avait François Grémouval qui était présent. Il y a le site Comment j'y vais en fait qui est quand même très très pratique justement pour donner tous
tous les modes de transport pour atteindre n'importe quel point en Normandie. On a aussi les pages, justement, Normandie sans ma voiture. Donc, je dirais que tout ça participe à faciliter cette information et justement de pouvoir aller plus loin. Et on est également, je dirais, partenaire dans la promotion touristique, puisqu'on a notamment commencé l'année dernière. On avait balbutié il y a 2 ans, et là, vraiment, on y a été à fond l'année dernière avec Normandie Tourisme, sur une campagne de promotion massive. Et on voit aussi que quand quelque part, on s'allie, ça permet de drainer beaucoup plus de visibilité de la campagne au niveau national. Je voulais également vous donner quelques chiffres sur le réseau SNCF Nomade Train. Alors, on est à peu près, enfin, c'est pour vous donner un ordre d'idée, à 80 000 voyageurs par jour, mais nous avons surtout en fait des clientèles occasionnelles. Donc, ça, on est à peu près à 30% de clientèle fréquente et on a 70% de clientèle occasionnelle. Si vous prenez les lignes justement longue distance, on monte même à 85% de clientèle occasionnelle. Donc, c'est des volumes qui sont importants. On a certes des mobilités de Normands ou de Franciliens, je dirais, sur ces territoires-là, mais on a aussi des touristes, bien sûr, et on a aussi des déplacements d'affaires. Donc, du coup, on a ces proportions de clientèle occasionnelle qui sont quand même importantes et qui d'ailleurs sont des clientèles qui n'ont pas forcément l'habitude de venir tout le temps sur notre territoire ou d'utiliser le train, par exemple. Donc, c'est là qu'on a aussi adapté des postures ou de l'accompagnement pour ces voyageurs-là. Après, je vous ai partagé quelques retours en fait, de notre baromètre de satisfaction annuel. Pour vous montrer quand même qu'il y a une évolution importante. Je ne sais pas si vous avez récemment eu l'occasion de prendre le train, mais il y a une évolution importante en satisfaction également clientèle. Donc, vous avez 88% des clients qui sont satisfaits de l'ensemble du voyage. Alors ça, c'est toutes lignes Normandie confondues, que ce soit des lignes du quotidien ou des lignes longue distance. 93% quand même des clients qui l'utilisent, qui recommandent les trains nomades à leur entourage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important et qui est vraiment une grande évolution. 95% qui sont satisfaits du voyage à bord. Et je dirais même, voilà, pour rien vous cacher, 77% de clients qui estiment que le train est à l'heure. Donc voilà, c'est plus 10 points par rapport à l'enquête précédente. Donc comme quoi, il y a une énorme évolution également sur les aspects régularité. J'étais par exemple en point... On fait des points hebdo, en fait, relations clients et communication deux fois par semaine. Et on disait notamment qu'hier, on avait eu 98% de régularité, alors que c'était quand même une journée chargée avec un retour des vacances de la zone C, notamment. Donc voilà, donc pour montrer en tout cas que c'est possible et qu'il y a besoin aussi de montrer que voilà, c'est bons résultats, que le train est fiable, que le train est un moyen de transport agréable, en tout cas pour venir en Normandie, ou les Normands également pour se déplacer. Je vais vous montrer quelques informations sur les lignes Chronoplus. Alors, les lignes Chronoplus, c'est les lignes longue distance qui bénéficient des nouveaux trains qu'on appelle les Omnéo. Donc, ces trains circulent sur Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Trouville-Deauville et Paris-Caen. On a également quelques lignes qui s'arrêtent, quelques trains qui s'arrêtent à Caen. J'aurais presque pu rajouter, alors certes, je ne l'ai pas mis dans la carte parce qu'ils n'ont pas les Omnéo, mais ils ont quand même du matériel récent, qui est la ligne de Paris-Caen, qui est également l'autre ligne longue distance qui est en chrono et qui a du matériel Régiolis qui a une vingtaine d'années, mais qui est un matériel qui est performant et qui est également bien équipé. Donc là, voilà, ça vous donne un petit peu le panel de toutes nos lignes longue distance. Ensuite, un petit zoom sur ces trains Chronoplus. Donc, vous avez 427 places à bord et l'avantage, je voyais que c'était M. Grébouvel qui disait que ce serait bien aussi de pouvoir adapter pour pouvoir emmener plus de clients, de vraiment pouvoir adapter l'offre. Et bien, ces matériels-là, comme les Régiolis d'ailleurs, permettent en fait de circuler soit en unité simple, donc avec 427 places, soit en unité multiple. Donc, dans ces cas-là, on en accole 2 à 2. Ce qui fait qu'on atteint quasi 1000 places par trajet. Donc, on a 59 places en première classe, 368 en seconde. On a également des strapontins
Alors, les strapontins, on ne les met pas en vente ou on les met vraiment à J moins 24 heures quand le train est complet pour des personnes qui souhaiteraient vraiment voyager. Mais dans ces cas-là, on annonce bien sûr que c'est un strapontin. On a également 2 emplacements de fauteuils roulants, 3 emplacements à vélo par rame et 7 toilettes. Voilà. Et on pourrait même rajouter qu'il y a également des espaces à bagages qui correspondent justement à ce type de voyage longue distance. Donc sur ces trains, voilà, la promesse que l'on donne, c'est un voyage bien sûr confortable. Je vous montrerai quelques services en photo, ce sera plus sympa après. Attentionné, voilà, ce sont des trains qui sont systématiquement accompagnés d'un chef de bord. Facilité, avec par exemple un plancher bas, notamment en voiture 1, pour permettre un accès direct, un fauteuil roulant et une poussette. Donc voilà, qui facilite ces accès-là, et connecté, puisqu'en fait, vous retrouvez un système d'information en temps réel qui est embarqué, c'est-à-dire que vous avez un système d'écran qui vous donne la desserte du train, mais qui se met à jour. Donc, il y a une communication vraiment entre le sol et le bord. Si par exemple, il y avait un retard, ça vous donne, en fait, ça actualise directement les écrans à bord, et ça vous donne, même quand vous arrivez dans une gare, les correspondances justement pour les prochains modes de transport, et pas uniquement ferroviaire. Ça vous annonce le car, ça vous annonce les métros, notamment Gare de Rouen. Vous avez un portail Internet à bord qui vous donne en fait accès au Wi-Fi et qui vous donne également des points d'information sur le territoire. Vous avez également un système de loupiottes en fait, qui sont au-dessus des sièges et qui vous indiquent si le siège est réservé ou non. Et vous avez également des diffusions de films touristiques et de l'actualité de la région, et des lignes normandes qui sont diffusées à bord des voitures. Voilà pour vous donner une idée de ces trains. Alors, oui, il y a une petite question là qui est justement sur la promesse facilité, sur le fait que lorsqu'il y a des trains annulés ou des arrêts annulés, du coup, notamment les offices de tourisme ne sont pas forcément informés. Et du coup, est-ce qu'il est envisagé une circulation de l'information plus large ou d'ouvrir les données justement sur ce genre d'informations? Alors ça, bien sûr. Alors ça, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas de l'open access quand même sur ces données-là. Ça ne m'étonnerait pas forcément. En tout cas, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une appli qui s'appelle… En fait, vous avez plusieurs moyens d'avoir ces informations quand même en temps réel. Vous avez le site SNCF Nomade Train qui vous donne ces informations-là. Vous avez l'assistant SNCF qui aujourd'hui vous le donne, et après ces éléments-là seront d'ailleurs inclus dans SNCF Connect dans le cadre de la migration vers une appli unique. Et du coup, vous disposez en fait vraiment des plans de transport. Alors, soit vous avez des fiches horaires, c'est-à-dire les fiches horaires, ça c'est en situation normale. Donc ça, je sais que c'est souvent quelque chose que recherchent les offices de tourisme. Donc, vous avez les fiches horaires qui sont chargées sur le site SNCF Nomade Train. Donc ça, vous pouvez déjà les récupérer de manière numérique pour pouvoir, s'il y a besoin, par exemple, les envoyer à vos clients. Mais vous pouvez aussi récupérer, en fait, et là, par contre, c'est du temps réel, des informations sur les circulations des trains en temps réel et les suppressions éventuelles. Ok. Après, du coup, c'était particulier, visiblement, c'était sur des horaires modifiés en dernière minute en raison du Covid, mais dans tous les cas, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut travailler ensemble aussi pour que les informations éventuelles puissent arriver en amont à nos acteurs du tourisme. Voilà, on est tout à fait dans le décloisonnement. Oui, complètement. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et puis, bon, alors j'espère qu'on va arrêter un petit peu quand même nos adaptations, parce que le but du jeu, c'est quand même en effet qu'on ait de la stabilité et qu'on ait voilà, tous le retour massif de nos touristes dans les trains. Et alors, puis, dans tous les cas, même les adaptations de ces plans de transport-là, on avait des informations sur le site. Donc ça, c'est pour quelques photos. Donc, je vous mettrai dans la conversation, où je l'enverrai à Émilie, sinon un lien sur une vidéo qu'on a diffusée l'année dernière, qu'on sera amené à rediffuser d'ailleurs là à partir de mi-mars. On va rediffuser des éléments justement de notre campagne en fait publicitaire Chrono Plus. Elle va être même diffusée dans les cinémas. Donc vous aurez ce film si vous avez l'occasion d'y aller. On va faire des diffusions en Normandie et également sur Paris.
Donc ça, c'est la seconde classe. Donc, on n'a rien à envier au TGV. Et la première classe que vous voyez là. Après, en termes de service, vous retrouvez un distributeur de boissons chaudes, vous retrouvez du tri voilà, pour des déchets. Vous trouvez donc là, vous voyez notamment les crochets pour les vélos. Vous avez également donc, des systèmes de prise USB classiques. Vous avez des systèmes de petites liseuses. Voilà, chercher loupiote, mais une liseuse pour le confort. Et vous avez également possibilité d'avancer votre siège pour plus de confort. Donc voilà, ça c'est vraiment un renouveau important quand même du confort dans ces voyages longue distance. Est-ce qu'il y a des... Avant de poursuivre, Hélène, on a une question vélo. Voilà, on a 2 questions vélo qui arrivent en même temps. Voilà, c'était Jean-Marc Goyer de l'ADEME qui demande si on peut programmer à moyen terme plus d'espace pour les vélos. Et puis, un collègue aussi qui demande s'il est possible de supprimer certaines places et de les remplacer par des emplacements vélos sur certains trains. Voilà, pour justement cette problématique d'intermodalité et de dernier kilomètre. Oui, bien sûr. Alors, plus d'espace. Alors, forcément, à chaque fois qu'on commande des trains, c'est quand même pas un budget anodin. Ils ont été achetés par la région Normandie et du coup, je pense que voilà, il y a forcément un décalage en termes de peut-être d'attente voyageurs qui fait qu'il y a 3 crochets vélo. Quand on est en UM, du coup, on est à 6 emplacements vélo. Donc, ça, ce qu'il faut aussi souligner, ça je pense que c'est Julien qui le précisait, c'est que par contre, les vélos pliants sous housse sont acceptés dans n'importe quel train. Donc ça ne sont pas considérés comme un vélo, sont considérés comme un bagage. Donc ça peut être également une solution. Après, quand je vous disais qu'on n'a pas forcément le même temps de réflexion, c'est qu'en fait, la région Normandie est en train de passer commande en fait, de nouveaux trains pour équiper justement ce qui s'appelle les lignes City au départ et à destination de Paris. Ce sont les lignes qui vont sur... Oups, excusez-moi. Ce sont les lignes qui vont qui font Paris-Rouen, mais qui font plusieurs arrêts, en fait, qui font justement Vernon, site touristique, mais également les Paris-Cerquigny, qui desservent notamment Évreux, par exemple, vont être équipés en fait, de 10 crochets vélos par rame. Donc, vous voyez qu'il y a forcément cette prise en compte de ce besoin-là. Donc, ça, c'est les nouveaux trains qui arriveront dans 2-3 ans, grosso modo. On peut aussi adapter certains trains et on le fait. D'ailleurs, vous avez certaines lignes, vous avez notamment une expérimentation l'année dernière sur la ligne Caen-Rennes où on a en fait enlevé les sièges d'une voiture et on a dédié en fait la voiture à l'accueil des vélos. Donc ça, c'est des choses que l'on adapte et que l'on teste voilà, sur certaines lignes pour répondre à ce besoin. Après, ce qui est toujours compliqué à réaliser, c'est justement la possibilité d'offrir aussi un maximum de places en train aux clients, puisque l'idée, c'est aussi de transporter les voyageurs. Donc, il y a forcément aussi un arbitrage un peu à réaliser dans tout ça. Donc, quand on ne peut pas forcément voilà, libérer des places pour mettre des vélos ou autre, l'idée, c'est aussi de pousser. Donc, on pousse beaucoup sur notre site, nous, les points de location, par exemple, de vélos qui sont à proximité des gares. On a une dizaine d'adresses, là, notamment d'un partenariat avec la Maison du Vélo ou avec un autre partenariat, j'ai plus le nom en tête, pour justement aussi pousser la location des vélos en arrivant en gare. On a également des abris vélos qui sont disponibles dans plusieurs gares. Voilà, l'idée, c'est vraiment pas d'être forcément sur un embarquement unique du vélo, mais aussi de réfléchir à des solutions pour faciliter l'usage du vélo. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Vas-y, je te laisse poursuivre. Très bien. Alors, la mise en valeur des attraits touristiques, donc elle passe par plusieurs choses. On a notamment, donc ça c'est un outil qui est national, qui est un outil qui est géré par TER de France, en partenariat justement avec les communes de France. Et l'idée, ça a été voilà, de pouvoir mettre sur une carte plein de points d'intérêt touristiques pour les voyageurs.
Et notamment quand vous zoomez en fait sur le numéro, vous avez en fait la possibilité d'accéder. Par exemple, là vous avez à droite, je vous ai mis la ville du Havre. Et quand vous cliquez sur un des points d'intérêt, voilà, vous avez un descriptif en fait du site, et puis également de son accès à partir de la gare. Et donc là, on prône notamment la marche à pied également pour montrer que c'est également possible avec un cheminement de ce parcours. Ensuite, on retrouve aussi, alors là, ce sont plus des produits tarifaires, mais on a un pass Normandie découverte qui est vraiment à pousser pour de la mobilité en Normandie. Donc là, on n'est pas dans de la mobilité, je dirais, Île-de-France, Normandie ou l'inverse. On est sur de l'intra-Normandie, mais du coup, avec un produit qui est très intéressant, qui fait que dès 20 €, vous voyagez à 2, mais voire jusqu'à 5, puisqu'en fait, vous pouvez emmener avec vous jusqu'à 3 enfants entre 4 et moins de 12 ans avec vous. Donc, ça veut dire que pour 20 €, vous voyagez en illimité pour une famille sur 2 jours, sur tout un week-end. Donc ça, cette formule week-end, elle est disponible grosso modo du mois d'avril au mois de novembre, tous les week-ends. Et on a également sur cette période-là, on l'ouvre également pendant toutes les vacances scolaires, y compris en semaine. Et dans ces cas-là, là, le prix est à 35 € pour 2 jours si vous voyagez en semaine. Si vous avez d'autres accompagnateurs avec vous qui ont plus de 12 ans, il suffit de rajouter 5 €. Donc voilà, un prix avantageux pour sillonner la Normandie en train. Voilà, et c'est valable sur les trains, pas seulement les trains, sur les trains et les cars du réseau Nomad Train, mais également les cars du réseau Nomad Car en dehors des lignes scolaires. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est intéressant, qui est attractif, qui est facile et à diffuser un maximum. On a également développé des offres porte-à-porte qui marchent bien, puisque vous avez des offres qui comprennent donc le train plus le bus à l'arrivée. Donc, on a développé Étretat, on a développé Honfleur, bien sûr le Mont-Saint-Michel qui était le premier. Et c'est des offres qui marchent bien. Notamment l'année dernière, si je prends de juin à août, on a réalisé sur Étretat plus de 10 000 voyages. Donc bon, peut-être qu'Arsène Lupin nous y a un petit peu aidé, mais voilà, avec des beaux succès. Et on tourne grosso modo sur la même période. On est à 5 000 sur Honfleur, 5 000 sur le Mont-Saint-Michel. Donc ce sont des offres qui marchent bien. On a également, et puis je dirais que, alors ça c'est celle qu'on a développée, mais ce qui est intéressant aussi de pousser, c'est ce que vous faites vous en tant qu'acteur du tourisme, où je pense par exemple à Center Park, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était présente, qui mettent notamment des navettes à disposition en fait en gare de Verneuil sur Havre pour acheminer les clients jusqu'au parc, parce que c'est vrai que c'est en général quand ils sont dans le parc, ils ne bougent pas trop, donc ça, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes à pousser. Il y en a plein d'autres. Il y a par exemple à Vernon également, il y a cette navette qui emmène sur la période printanière et estivale les clients jusqu'au site. Donc ça, c'est des choses, je pense, à pousser et à développer. Oui. Une question sur qui a l'initiative de ces offres porte-à-porte? Alors celles-ci, là, celles qui sont à gauche, c'est nous. En fait, c'est directement SNCF, bien sûr, avec la région Normandie. Voilà, ça c'est par rapport à des opportunités, je dirais, et puis de fréquentation. Et puis aussi à une volonté, je dirais, des acteurs locaux, puisque l'idée, c'est que ce soit un partenariat avec l'entreprise en fait, de bus qui gère ces lignes-là. Ok. Ensuite, il y a également des nouveautés. Alors ça, c'est assez récent, donc c'était intéressant de vous en faire part. Donc, il y a plein de choses qui favorisent la mobilité. C'est vrai qu'à tout mode y aide avec le support billettique, le site Comment j'y vais, mais il y a aussi l'acceptation de nouvelles tarifications urbaines. On a notamment eu très récemment Caen, Bretteville-Noret, qui permet de voyager avec un titre du coup de la ville, de la zone à 1,60 €. Vous avez également, alors là, c'est tout récent puisque ça s'est lancé le 7 mars, la possibilité de voyager à 1 € entre Cherbourg et Valognes sur le réseau Cap-Cotentin. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller pousser et de faciliter toutes ces mobilités. On a également des partenariats qui nous sont chers et qui développent d'ailleurs cette même idée justement de décarbonation, et notamment une initiative du centre Juno Beach à Courseulles qui met en avant un tarif préférentiel bas carbone sur présentation d'un billet de train.
Et on va reconduire bien sûr ce partenariat avec eux en 2022. On a également un partenariat avec l'abbaye du Mont-Saint-Michel avec un tarif préférentiel. Donc l'idée, voilà, c'est aussi d'aller pousser ces sites touristiques. Ensuite, je vous avais un petit peu parlé qu'on a lancé une grande campagne l'année dernière, qu'on va reconduire cette année. Le fait de se grouper, ça donne vraiment des belles choses, puisqu'en fait, si on prend le nombre d'impressions en fait, de la campagne, alors, le volant qu'a porté SNCF, ça a permis d'atteindre en fait 370 millions d'impressions au global pendant toute la durée de la campagne. Donc, on a à peu près 135 millions d'impressions sur le digital, puisque maintenant, on a quand même des gros volants digital, mais aussi 235 millions sur ce qu'on appelle le offline, c'est-à-dire sur de la visibilité directe. Et notamment, c'est des arrières de bus dans Paris qui ont très, très bien marché au printemps et l'été dernier. Donc, voilà, on souhaite vraiment continuer à pousser le tourisme en Normandie. Merci Marie-Hélène. Alors, il y a quelques petites questions. Juste, j'en profite parce que Julien doit nous quitter. Puis je vois que le timing avance bien. Donc, merci Julien pour ta présentation. Avec plaisir, à dispo. Et puis voilà, si vous avez des questions après coup aussi, je pourrais servir d'intermédiaire, n'hésitez pas. Et puis de toute manière, le replay et la présentation vous seront transmises par mail après. Donc, pas de souci. Merci Julien Merci de pour ta présence avec l'invitation. nous. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Et du coup, Marie-Hélène, juste des petites questions pour toi. Pour terminer, là, pour ceux qui peuvent rester, on va vous prendre 5 minutes supplémentaires seulement pour répondre aux questions et puis éventuellement voilà, conclure et vous donner quelques clés parce que vous avez eu énormément d'informations ce matin. Et l'idée aussi, c'était que vous repartiez avec des clés de lecture et puis éventuellement des réflexions pour voir ce que vous pouviez mener à votre échelle. Alors, on a Emma Lecomte qui travaille pour la Vélocénie qui nous demande si la SNCF étudie la possibilité de faire payer les emplacements vélo comme l'a expérimenté la Bretagne en 2021 pour garantir un crochet aux voyageurs à vélo. Donc, je sais qu'on en avait parlé ensemble. Voilà, je te laisse répondre. Alors pour l'instant, non, ce n'est pas à l'ordre du jour de le faire payer. Par contre, voilà, on étudie un système de réservation quand même des vélos. Avec la difficulté de toujours se faire cohabiter, justement, est-ce qu'on privilégie la personne, ce qui est logique, qui a la réservation, mais comment on gère celui qui serait monté avant, qui aurait eu le crochet, voilà. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit pour justement que ce soit un moment, je dirais, de mobilité agréable et non pas un conflit voyageur derrière. Mais oui, c'est bien dans les idées en tout cas, de proposer de la réservation sur ces lignes longue distance notamment. Ok. Et alors du coup, je suis en train désolée, j'ai partagé l'écran, mais je suis sur une autre question qu'il y avait. Voilà, c'était est-ce que vous pouvez mettre à disposition des éléments de communication sur ces offres porte-à-porte aux acteurs touristiques? Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments de communication, des brochures ou ce genre de choses. Bien sûr. Les diffuser. Alors, on a notamment plutôt des formats numériques, mais je pense que ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Et en effet, on peut vous pousser des choses. Alors, je ne sais pas si on passera justement peut-être par Émilie, mais oui, bien sûr. Puis ce sera même super parce que justement, ça permet de le pousser aux clients. Et tout à fait. vertueux. Oui, je le note. Bon, super. Bon, alors merci à tous pour vos questions. Juste pour clôturer, s'il veut bien. Ah si, par contre, je précise au cas où, donc je vous pousserai quand même des contenus numériques, mais si certains recherchent des brochures ou autres, justement, on a une bibliothèque digitale qui permet de récupérer tous les flyers que nous avons sur le site SNCF Nomade Train. Et voilà, je peux peut-être mettre le lien du coup dans le chat. Oui, je vous fais ça. Ok, super. Alors, du coup, pour terminer sur ce webinaire, donc vous avez eu vraiment un flot d'informations et de la part de Julien et de la part de Marie-Hélène. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vous faire repartir avec quelques clés de compréhension et de voir comment commencer à travailler la mobilité, le sujet de la mobilité touristique. Donc, ce qu'on a noté, c'est important de connaître les réseaux de mobilité à l'échelle de son territoire en premier lieu, pour déjà avoir une bonne connaissance des possibilités qui s'offrent aux touristes, donc à l'échelle de votre territoire en tant que d'ailleurs hébergeur ou office de tourisme ou collectivité. Et pour les acteurs du transport, je dirais aussi l'inverse, c'est-à-dire connaître les réseaux de sites touristiques et l'offre un peu touristique à l'échelle de son territoire.
Donc, on a beaucoup parlé du train. Évidemment, il y a aussi tous les cars nomades qui sont gérés par la région Normandie, qui sont les cars interurbains. Il peut s'agir aussi de réseaux urbains à l'échelle d'un territoire, de voies cyclables, d'aménagements vélos, de voies de randonnée, également de trottinettes, comme le disait Julien tout à l'heure. Enfin voilà, d'avoir vraiment une bonne idée des possibilités qui s'offrent aux visiteurs sur son territoire pour se déplacer. Un exemple intéressant, c'est l'analyse qu'a pu faire l'agence de l'urbanisme du Havre et de l'estuaire de la Seine, qui avait fait une étude sur la desserte des sites touristiques du territoire en transport en commun, pour voir en fait si tous les sites étaient bien desservis, avec quelle fréquence, etc. En faisant ensuite des préconisations aux différentes EPCI concernées. Donc, ça permet aussi d'alimenter la réflexion que d'avoir cet état des lieux un petit peu. L'autre chose aussi, c'est de communiquer auprès des voyageurs sur l'offre de mobilité à leur disposition. C'est ce que disait Julien tout à l'heure. Ça peut passer par de l'information sur les transports via les outils habituels de communication, donc l'information sur les accès, etc. Marie-Hélène parlait très justement de Comment j'y vais. Donc, il y a cette plateforme que j'espère que vous connaissez tous, qui est cette plateforme régionale qui rassemble les transports publics à différentes échelles. D'ailleurs, les transports publics locaux, interrégionaux, les trains, etc. Donc, qui est un calculateur d'itinéraire qui vous permet de voir exactement quel itinéraire vous pouvez prendre, quel bus vous pouvez prendre, quel train, etc., à quelle heure. Donc, c'est assez complet. Et juste pour la petite info, le syndicat mixte à tout mode est en train de travailler à la refonte de cet outil Comment j'y vais pour l'automne. Donc, c'est aussi une information qu'on pourra vous transmettre une fois que l'outil sera un peu plus modernisé, retravaillé, etc., de pouvoir aussi s'en approprier. Donc, ça, c'est clairement un outil aussi qu'on peut faire apparaître sur nos outils de communication plutôt tourisme. Mais aussi, ça peut passer par la création d'offres sans voiture. Alors, c'est ce qu'on a mis en place depuis 2 ans au CRT avec le programme Normandie sans ma voiture. Donc, on a développé 43 offres en co-construction avec les offices de tourisme sur 16 destinations directement accessibles en train pour commencer. Mais là, justement, l'idée, c'est de les développer, de créer de nouvelles offres. Donc, on travaille toujours sur un parcours visiteur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques sur le parcours du touriste qui vient sans voiture sur ces territoires-là. Et l'idée, c'est de les déployer sur des nouveaux territoires en Normandie et sur des boucles d'itinérance, pour des boucles d'itinérance à vélo de plusieurs jours avec départ d'une gare et arrivée en gare également, par exemple, ou boucles d'itinérance en randonnée pédestre. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez développer à l'échelle du territoire et qui peuvent être intéressantes. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous mettre dans la boucle parce que on cherche aussi ce genre de contenu de notre côté. Le troisième volet qui peut être fait, c'est de développer des outils d'information du visiteur. Donc là, c'est vraiment plus spécifique une fois qu'on a une idée du réseau et peut-être des idées sur des manques, de développer des outils comme les présentait un petit peu Julien tout à l'heure. Ça peut être des cartes métro Minuto que je trouve hyper intéressantes pour valoriser la marche entre différents sites, peut-être plutôt en effet sur des territoires urbains. Ça peut être aussi de la signalétique, notamment de la signalétique en gare ou dans les arrêts de bus. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais ça peut être vraiment intéressant. Et puis, une fois que l'offre est là, inciter le visiteur à utiliser un mode de transport décarboné par une incitation commerciale. Alors, Julien tout à l'heure parlait des privilèges accordés aux visiteurs qui viennent, par exemple, à vélo ou en train, qui vont avoir, à imaginer, un café, un coup de fil, la possibilité de se garer pile devant et de faire l'abri vélo vraiment pile devant l'entrée alors que le parking voiture est à 500 mètres, ou carrément de s'engager dans une tarification préférentielle type tarif bas carbone. Alors, c'est ce que propose le centre Juno Beach en Normandie, qui du coup propose un tarif préférentiel aux visiteurs qui témoignent jusqu'à présent d'un billet de train pour l'accès en Normandie. Donc voilà, c'est des choses qui sont à réfléchir et qui peuvent être intéressantes, aussi des pistes intéressantes pour inciter aux mobilités. Et puis le dernier point, évidemment, c'est de développer, si on a vraiment noté des manques,
développer l'offre de mobilité sur un territoire, mais ça se fait avec les acteurs du transport. Et donc, c'est intéressant de travailler en collaboration avec les services de transport de sa collectivité pour réfléchir ensemble aux meilleures dessertes, aux meilleurs horaires, de comprendre les enjeux de chacun et puis d'intégrer le sujet du tourisme dans les stratégies de mobilité. Et ça peut être fait, ça l'est déjà sur certains territoires. On a par exemple le Cotentin qui a lancé son nouveau réseau Cap Cotentin en septembre dernier, et la communauté d'agglomération a travaillé avec l'Office de tourisme pour réfléchir aux itinéraires des dessertes, au trajet du réseau, aux horaires, pour voir également haute saison, basse saison, quel volume de trajet on pouvait proposer. Donc, c'est des choses qui ont été co-construites et qui peuvent l'être encore, en sachant que, évidemment, l'avantage, c'est aussi qu'un équipement qui va être utilisé à la fois pour des mobilités du quotidien et pour des mobilités touristiques sera peut-être plus rentable. Donc, voilà, ça donne des pistes de réflexion. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions à évoquer. Je vais juste stopper le partage d'écran pour voir les questions éventuelles. Alors, du coup, il y a une question qui est: j'habite à 15 minutes d'une petite gare, comment trouver les informations nécessaires pour récupérer ma clientèle et lui permettre de rejoindre ma maison? Ça, c'est intéressant aussi, déjà, de connaître un petit peu le réseau et la desserte de la gare. Donc, ça se trouve très clairement sur le site de la SNCF, par exemple. Et puis, après, il y a des hébergeurs qui proposent d'aller chercher ses clients en gare. Ça, c'est toujours hyper apprécié. Ça peut être une solution à condition qu'il y ait d'autres solutions de mobilité après sur place, que tout puisse éventuellement se faire à vélo, puisqu'en effet, du coup, les clients n'ont pas de voiture sur place, mais ça peut être aussi des choses à mettre en place, tout à fait. Et puis, du coup, pour retrouver les informations nécessaires, plutôt sur le site de la SNCF, je parle sous le contrôle de Marie-Hélène. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, il y a une autre question, tiens, d'ailleurs, qui va te concerner, je pense, Marie-Hélène, qui est sur la publication des horaires de train pour le printemps-été. Si je m'abuse, je crois qu'elle est prévue à demain, mais je ne suis pas sûre. J'avais noté dans ma tête 8 mars, mais je ne sais pas si c'est ça. Et en effet, et ça c'est une question que vous avez déjà eue, je pense, savoir si des messages annonçant offres à apparaître à telle date pourraient être affichés sur le site SNCF Connect. Alors, aujourd'hui, alors il y a une différence en effet entre publication des fiches horaires. Les horaires sont relativement stables de toute façon, tant qu'on a repris en service normal. C'est plus l'ouverture, je pense que la question derrière ça, c'est plus l'ouverture des ventes de la période d'été. Et ça, en effet, alors TGV en effet ouvre demain 8 mars, c'est en effet ça. Par contre, nous allons ouvrir un petit peu plus tardivement. Alors, je suis rentrée de congé aujourd'hui, je n'ai pas eu l'information là ce matin, mais à la rigueur, je pourrais te la transmettre pour ça devrait, alors pour vous donner la date exacte pour cette ouverture. Je pense que ça devrait plutôt être fin de mois, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, je vous reconfirme ça, en tout cas par écrit. Ok. Mais c'est vrai que du coup, la question du message, je crois qu'elle avait déjà été soulevée, cette question du message sur le site de la SNCF pour indiquer que les offres seront disponibles à partir de telle date. Ça, c'est en cours aussi. Écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Il y a le syndicat mixte Atomode qui nous souligne qu'ils ont aussi un service client qui assure l'information voyageurs sur les offres de transport en Normandie et qui accompagne les voyageurs. Donc, ça peut être pas forcément un service à contacter pour les touristes, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, pour les personnes qui s'intéressent justement sur les mobilités sur leur territoire, ça peut aussi être un bon contact de contacter le service client Atomode, donc soit via Comment j'y vais, soit via les réseaux sociaux Atomode. Je vais vous noter juste Atomode pour ceux qui, voilà. Atomode, réseaux sociaux et Comment j'y vais. Donc, ça peut être une bonne manière de récolter l'information. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Je vois une remarque aussi sur le car et le vélo. Donc, sachez qu'au même titre que les expérimentations train plus vélo, il y a des expérimentations car plus vélo qui existent.
en Normandie, notamment sur la ligne entre Honfleur et Le Havre pour passer le pont de Normandie, où on peut accrocher son vélo sur le car. Donc ça, c'est mené par la région et les cars nomades. Mais en effet, voilà, il y a sans doute encore matière à réflexion sur ce point pour étendre ce genre d'expérimentation. Merci à tous. S'il n'y a pas plus de questions, merci Marie-Hélène. Et puis, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.